Bonsoir tout le monde, bonsoir, normalement les micros Bonsoir. sont activés, bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Merci pour tous les abonnements, il y en a eu plusieurs. Là le dernier je vois Betty Joe, je sais pas comment ça se prononce, mais merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas toute la liste là, des abonnements, mais merci à vous. On est un peu en retard donc on va commencer très vite, surtout qu'on va recevoir Lissel, Quiros. Comment on dit Quiros? 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 Comment on dit? Quiros. Non, pas Quiros. Il a envie de le dire comme ça. Lissel qui va arriver. Ah, s'il te plaît, fais-le quand elle est là. Quiros. Genre, tu fais le mec qui veut vraiment Lissel. bien le. Quiros. Quiros. Fais-le à l'arabe. même. S'il te plaît. S'il te plaît. Quiros. Oui, plan de journal TV, bien sûr, Je te parce qu'on jure. est devenus des pros, les gens. Là, on a l'équipe titulaire. On a Voilà. Tariq. Comment ça va, Tariq? Très bien. Tu as déjà lu le livre. Et tu as déjà fait un entretien. On en parlera pour hors série. Donc, tu vois. Il y a une rencontre d'ailleurs jeudi. Comment? Il y a une rencontre d'ailleurs jeudi. Tu pourras annoncer. Une rencontre de quoi? Une rencontre autour du livre à la médiathèque Ah, Gare de d'accord. l'Est. D'accord. On en parlera plus tard. Sur le livre Penser des Bah, coloniales, lui. justement. Ah oui, d'accord. On a Youssef. Comment ça va, Youssef? Ça va très Est-ce bien. qu'il faut pas rapprocher le micro ou ça va? Je Non, sais pas. Je pense que ça va. Toujours à la pointe de l'attaque, Youssef. Tiens, Toujours titulaire. Tu pourras me faire Tac, plaisir. tic, tac. Ma Tu tactique, pourras c'est mettre l'attaque. le tableau droit là parce que ça me gêne. Franchement, il est, Ah, il le est de tableau travers. coordonneur. Ouais, ouais. Ouais, touchez Pourquoi? Non, Ah, faut mieux, C'est l'horreur. faut mieux rien Regarde toucher. autre part. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Et, Viens te mettre à côté de moi, comme ça tu seras C'est bien l'horreur. frais. et Samir, comment ça va, Samir? Bonsoir, ça va très bien et toi? Tranquille? Ouais, ça va, fin de Ramadan. Encore On est 4 bien, jours. quoi. On est là. On est là. Je suis caochito, Et comme bien on dit sûr. dans le milieu. Nique la bac. Comme toujours. Ça bouge pas. Et pas de retrait, pas de JO. Voilà, ça c'est le Elle est hashtag super de bien, la ce semaine. slogan. Pas de retrait, pas de JO. Soutien à tous les Ouais, mais manifestations. comment on peut empêcher les Ah JO? non, non, non. Nécessaires. C'est Par Youssef, tous j'ai les trouvé moyens nécessaires. l'idée de ah bon, c'est comme ça, on va niquer Attends, les rappelle-toi JO. en 2008. Extraordinaire. Mais ils comment ont- on Mais peut c'est-à-dire foutre le bordel. Alors, Ça dans la rue, saboté. Ça beauté, Youssef, je veux dire, quelqu'un bloqué, quelqu'un me demande des les nouvelles de toi. empêcher. foutre le sbal. Comme, Bah, regarde, par exemple, pas le Tour terrible, de terrible. France, le Tour de France, Mais t'as une- merci Géraldine, Le mais Tour pas de France, terrible. t'as mon une dos. équipe israélienne qui Merci. vient depuis 2-3 ans là, au Tour de France, cycliste. Bah, t'as des gens régulièrement qui créent des Ah oui, ça, incidents. oui, ça je sais Oui, bien. c'est ça, c'est oui, pour oui, le oui. feu en dehors. Oui, oui, bien Et sûr. même ce soir, il y avait des rassemblements devant les mairies, devant les hôtels de ville. Donc il faut participer au max. Merci Kéris pour l'abonnement. Il faut participer au max à toutes les actions, j'allais dire, de résistance. sbelage. Non, De de sbelage. résistance, de sbelage, voilà. Pour qu'il lâche l'affaire. Parce qu'il va lâcher l'affaire, tu le sais. Inch'Allah. Inch'Allah, mais j'en suis Inch'Allah. sûr. Ouais. On va gagner. Il va gagner. On On va gagner. Mais moi, je trouve super bien l'idée de. Parce qu'il joue beaucoup sur l'image des JO. Ouais. Et on sait que l'image internationale, On ça va joue. leur Et défoncer là, leur de image. détruire. En plus, s'il y a bien un truc français, c'est de faire ça, quoi. De foutre Ouais. le spoil dans ce genre de truc. Et de vraiment. Là, ce qu'il faut, parasiter à la le limite, truc. c'est de faire Parce une qu'en plus, caisse. c'est horrible ces JO. Veut dire, Ouais, le ça a plus de gentrifiage et sens, tout, c'est ça a plus de sens. catastrophique. Donc là, il faut Ça a vraiment plus de mettre sens. un Mais tu as tout à fait raison. On dit qu'il est extrêmement sensible à l'image internationale. Et de toute façon, c'est l'échappatoire. S'il n'y a plus rien de possible au plan national, c'est au plan international qu'il faut. Ouais. Et d'ailleurs, on a bien vu que l'image est complètement écornée. Hein, Ouais, ouais. avec sûr. ce qui s'est passé en Hollande, ce qui se passe Globalisé. même aux États-Unis. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de discours, de plus en plus de discours comme quoi on serait vraiment dans une démocratie illibérale. Ils sont encore au stade de illibéral. Donc comme la Hongrie. alors. Voilà, mais Illibéral, il y a ouais. il y a un article allemand qui disait mais dire, si la Hongrie faisait ce Oui. que fait Macron actuellement, Ah, oui, oui. tout le monde Bah, ils le serait font. choqué, quoi. Ils Oui, l'ont voilà. fait. Bien sûr. Ouais, on dirait on est au port du fascisme. Ouais, Mais Exactement. c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre aussi la sortie de. Hmm. Il faut comprendre la sortie de Macron en Chine, qui paraît quasiment révolutionnaire sur la Chine, Taïwan, etc. Je pense que c'est aussi une manière de détourner l'attention. détourner Bah, l'attention bien et évidemment. d'apparaître comme quelqu'un quand même Bien de évidemment. fier et de représenter Bon, un même pays si, indépendant et même si souverain. cette position est bonne. Oui, mais sur le fond, On on, va, est d'accord. on va en reparler. On va reparler. Juste avant, tu voulais rendre un petit hommage à Nasri. Ouais, non, bah alors, enfin bon, oui, on va dire oui. Donc Nasri qui a réagi un peu à la polémique, tu sais, sur le Ramadan dont on avait parlé il y a quelques jours. Donc les footballeurs, enfin, qui font le Ramadan, qui ont été pour certains, on va dire, stigmatisés et empêchés dans leur club. Et donc lui, il fait partie d'une émission qui s'appelle le Canal Football Club, Ouais. et où il y avait une sorte de consensus blanc, on va dire les choses clairement, sur la position que, bon voilà, les mecs qui font le ramadan, ils doivent s'adapter, ils peuvent décaler. Enfin, les mecs, c'est devenu des spécialistes, des ramadanologues, tu vois, des spécialistes de comment gérer son ramadan sans faire le ramadan.
Et lui, il a dit non, mais attendez, non quoi. En fait, c'est à eux de déterminer Ouais. s'ils S'ils font le ont envie de le ramadan, faire s'ils ou font pas. pas le ramadan, s'ils sont aptes ou pas. Il a cité plein de noms de joueurs qui étaient justement tout à fait performants en faisant le ramadan. Mais si tu veux, c'était surtout, il a eu une attitude, j'invite les gens à aller regarder le replay, une attitude ultra digne, ultra Ouais. offensive. Tu vois, pas un truc de victime en mode s'il vous plaît, laissez-nous faire le ramadan. Ouais. Non, il a dit non, mais Et c'est nous qui décidons. Et nous c'est qui là parce décidons. que il avait Et franchement, ça certains fait côtés- plaisir. Il était solide, mais il avait certains côtés un peu maladroits dans l'argumentaire. Et c'est là où tu vois, C'est un débat. s'il était C'est une politisé, émission de foot. s'il est Il serait politisé, très bon. c'était un truc de ouf. Parce qu'il a déjà le comment dire, l'intuition fougue. Ouais. et voilà le truc. Et Mais tout, moi, et je te dire- dirais oui, mais non. Parce que justement, c'est quelque chose de tellement. C'est vraiment spontané. Oui, C'est la bien fougue, sûr. il a tu une vois. fougue. Ouais, ouais. vraiment. Ouais. Et C'est sincère. Voilà. d'ailleurs, parce que quelqu'un lui disait ouais, mais ils vont être moins beaux quand ils font le ramadan. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que s'ils sont un peu moins beaux, ils jouent moins. Mais le truc, c'est que vous voulez les interdire de le faire. Je veux dire, prouver qu'ils sont moins beaux quand ils font le ramadan. Je veux dire, on a plein d'exemples de gens qui sont totalement performants en faisant le ramadan. Et si on avait la preuve, bah, vous le mettez sur le banc, il Non, mais- joue. Voilà, il y a pas de. Je vais Ça pas se répéter saurait. ce qu'on a déjà dit, mais il y a quand même des gens qui pilotent des avions en faisant le ramadan. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus sensible que cela hein Tu vas faire peur aux gens. Non, ils ne font pas. Il y a personne qui fait il y a personne qui pilote d'avion en faisant le ramadan. Personne. Et d'État en plus, pas un Ouais. seul. Peut-on faire la perme en faisant le ramadan? Ah bon, on le prouve. On va continuer au niveau hommage avec un hommage un peu plus sérieux. Alors, tu l'as déjà fait dans la dernière émission, mais ça serait bien de le faire dans la perme. Il y a Monseigneur Galliot qui est mort il y a un peu plus d'une semaine. Non, un peu moins d'une semaine Ben, maintenant. 2 jours après Pâques. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même quelqu'un proche des luttes de tous les mouvements sociaux et notamment des luttes notamment antiracistes. Et tu voulais rendre un hommage à Monseigneur Oui, Galliot. absolument. Monseigneur Gaillot, qui était vraiment le. Gaillot ou Galliot Gaillot. Gaillot, pardon. Monseigneur Gaillot, qui s'est donc éteint à l'âge de 86-87, et qui a été absolument de toutes les luttes depuis toujours. Alors, c'est un parcours assez étonnant. C'est quelqu'un Merci, Duckman. qui découvre la foi après la Duckman. guerre d'Algérie. Donc, il a envoyé en Algérie, il fait 24 mois en Algérie. Hein. Et je crois que ça l'a marqué. Ouais. Et au retour d'Algérie, donc il va découvrir, il va avoir la foi, hein, il va faire des études de théologie parce qu'il était quand même très pointu en théologie. Hein. Il était soldat en Algérie? Bah oui, il était envoyé, il n'était pas encore prêtre à l'époque. Hein. Et il va devenir évêque d'Évreux, de la ville d'Évreux. Et là, comme il a des tas de positions déjà très progressistes pour l'époque, il s'inspire Merci, Sniper, pour il la s'inspire bonne- beaucoup de la théologie de la libération, d'accord. Et comme l'abbé Pierre d'ailleurs, ce que peu de gens savent, mais l'abbé Pierre aussi était C'était prêtre ouvrier beaucoup. absolument, ouais, tout à fait. Mais lui n'était pas prêtre ouvrier. Hein, et toujours est-il que comme il a des tas de positions qui sont assez Merci, la iconoclastes pour l'Église, de soutien aux travailleurs migrés, de soutien à tout. Mais aussi des questions internes, par exemple aux divorcés, etc., aux homosexuels et autres. Hein. Bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui de pense Monseigneur que Gaillot. l'Église doit être ouverte à tous. Hein. Et donc, du coup, il va être viré. Le Vatican prend ombrage et demande à l'épiscopat français de faire le ménage. Hein. Et alors là, c'est assez étonnant. C'est Jean-Paul II. Comme il ne peut pas être renvoyé, hein, parce que c'est un emploi, on l'oublie toujours, hein, c'est un emploi. Hein, et donc, c'est garanti par le droit du travail aussi, évêque. Et donc, du coup, T'es en CDI quand t'es évêque? Ouais, Mais c'est ce bien que je lui ai évidemment. demandé. Bah, Apparemment, bien évidemment. ouais, c'est un vrai emploi. Bah, bien Tu sûr, dis, c'est un vrai emploi. Tu dis curé. Bien sûr, c'est un vrai emploi. Bah, bien, Est-ce que c'est pareil pour imam? bah, non, justement. Alors, bon, on pourra reparler de Strasbourg, hein, vous savez, parce qu'il y a Oui, c'est encore sous concordat. la loi du concordat. Oui, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire la Ouais. laïcité n'est pas appliquée partout. C'est vrai, il y a des territoires Eh bah, perdus. oui, L'Alsace-Lorraine Non, Moselle Alsace. l'Alsace-Moselle. C'est en Alsace-Moselle, pas toute la Lorraine, une partie. Et c'est la partie. Ils ont un qui est régime d'ailleurs de annexée. sécurité sociale qui est excellent. Bah, bien sûr. Bah oui, parce que c'est un des premiers régimes de sécurité sociale, le régime allemand. Hein, Oui. dès la fin du 19e, c'était le régime de Bismarck, etc. Tout ça. Et donc, toujours est-il qu'on en revient à Monseigneur Gaillot. Donc, comme on voulait se débarrasser de lui, alors on l'a envoyé, vous savez, je l'ai expliqué, hein, on l'a limogé, enfin, au sens propre du terme, on l'a envoyé. Limogé, ça veut dire le mettre dans une voie de garage. Et donc, on lui a donné l'évêché de Parthénia à la place de l'évêché d'Évreux. Alors, la particularité de l'évêché de Parthénia, c'est qu'il n'existe plus. Hein. C'était un évêché qui était en Mauritanie. La Mauritanie, qui n'est pas la Mauritanie, qui était l'Afrique du Nord romaine, à l'époque romaine. Hein. Et donc, quand on veut se débarrasser de quelqu'un... Attends, est-ce que Mauritanie, ça vient de mort? Oui, Putain. oui. J'ai eu ça vient de truquer dans ma T'as tête. tilté, là, tout à coup. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et donc, oui, à l'époque, on limogeait, donc c'était le cas de le dire, on les envoyait donc à Limoges. Eh bien, pour l'Église, on leur donne des évêchés qui n'existent plus.
et notamment l'évêché de Parthénia qui existait. Alors c'était en Libye, parce que ça inclut aussi la Libye. Hein, c'était en Libye. Et donc lui, il va prendre ça aussi. Humiliant là-dedans. Non, pas du tout, parce qu'au contraire, c'est quelqu'un d'extrêmement doux et qui prend tout avec le sourire, qui était extraordinaire. Et donc, il va faire de cet évêché imaginaire un évêché réel. Hein, et complètement inscrit dans les luttes, et on va le voir partout. Et alors, ça l'a pas du tout intimidé, au contraire, il va redoubler, on va le voir absolument partout. Dans l'église Saint-Rita, en France, dans les causes perdues. Alors lui, c'était vraiment les causes. Il était à Saint-Bernard, l'affaire de Saint-Bernard, à chaque fois, Monseigneur Gaillot. Et donc, nous, c'est donc tout naturellement qu'on lui a demandé de venir avec nous. Wissam, tu lis 5 livres par jour, mais découvre aujourd'hui que Mauritanie vient de mort. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas fait le rapprochement en fait. Oui. Et donc du coup, comme je regarde le chat, le chat, je voulais remercier les gens qui me donnent des conseils pour mon dos, merci. Et, oui, j'en profite, petit message personnel. Bienvenue merci. dans le magazine de la santé. Ouais. Avec Youssef. Merci. Et donc Monseigneur Gaillot. Et donc du coup, là, il va être partout. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'adresse à lui. Il va être un des fondateurs de l'association Droit Devant, qui est une grande association actuellement, hein, enfin de défense, des sans-rien, des sans-logement, enfin tout ce qu'on veut. Et les droits de vent, il va fonder cela avec Schwarzenberg, le professeur Schwarzenberg, et puis aussi Jacques Higelin, le chanteur, hein, et notre excellent ami Jean-Claude Amara, d'accord, que je salue pour l'occasion. Et c'est avec lui qui va venir avec nous en Palestine. Il va venir avec nous en Palestine dans la mission civile, dans la deuxième mission civile, celle de juillet 2000. Et donc en Palestine, en plus... J'ai sympathisé. Vous avez partagé la chambre apparemment. Ouais, j'ai sympathisé pas mal avec lui. On a sympathisé lui et moi parce que comme je faisais rire un petit peu tout le monde. Vous savez, ça peut paraître bizarre. Non, mais déjà à l'époque. Non, mais il y a une telle tension quand on est en Palestine. C'était drôle, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Je sais pas si je le suis maintenant, mais bon, à chaque fois je sortais des vannes, etc. Parce qu'il y a une telle tension, dans les situations de tension, on a toujours besoin de se détendre ensuite, de décompresser. C'est ça. Et donc il rigolait vraiment comme à nos blagues, donc il tenait absolument à être avec nous à chaque fois, toi. S'il savait qu'on allait rire, ça fait drôle de dire ça en Palestine, mais c'est comme ça. Et donc on était dans la même chambrée, on était au camp dans le camp palestinien de Daïché, qui est près de Bethléem, qui est un des plus grands camps palestiniens, de réfugiés palestiniens. Et on était au centre Ibda, donc on était hébergés par les camarades palestiniens. Donc voilà. Et donc je garde un très bon souvenir. Ensuite, à chaque fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un d'admirable. Et il avait rencontré le pape donc en novembre dernier. Et là encore, il avait plaidé la cause, les causes qui lui sont chères. Hein. Toutes les causes, donc bien sûr de l'immigration, contre l'islamophobie évidemment, contre tout cela. Voilà, c'était un chouette type, vraiment. Je ne sais pas s'il nous entend, mais là où il est, on lui adresse un grand salut. Qu'il repose en paix, que Dieu ait son âme, etc. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui le méritent malheureusement aujourd'hui. Il n'y a pas eu de grands hommages. Hein. Bien sûr que non, il y a eu un truc. Sans vouloir faire le parallèle. Il était détesté par l'Église, détesté par tous les réacs, détesté par. C'est autant de Jean-Paul II. Oui. Mais il y a quand même. Oui, bien sûr, exactement. Tu as raison de le dire. Il y avait aussi une polémique sur lui avec l'histoire de défense d'un pédophile, non, il me semble. Oui. Mais il me semble qu'il avait. Après, il avait reconnu. Alors, dans mes souvenirs, il avait reconnu que c'était une erreur. Oui. Mais je pense que ça avait aussi entaché son image, ça. Oui, exactement. On lui avait sorti cela, mais c'était pas du tout. Voilà, il y a des choses qu'ils n'avaient pas, et puis voilà. Mais donc, on avait accès ensuite là-dessus pour essayer de le dégommer. Mais je veux dire, bon, dans toute une vie, hein, je veux dire, qui ne fait pas quelques erreurs? Je veux dire, bon, il a jamais. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas. Oui, bien sûr. Mais bon, surtout. Les gens vont dire, bon, il y a beaucoup de gens qui défendent pas des pédophiles, quoi. Delphine, chérie Swello, non, mais il a pas défendu le pédophile. Mais non. Non, mais dis comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais non, t'as pas compris. C'est maladroit. Il ne savait pas. C'est pas maladroit. Alors, qui fait quelques. Oh. Mais non, mais il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était fondé. Voilà, c'est tout. Moi, je crois que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Non, écoutez, franchement. Non, mais attendez, les amis. Bon, passons au pub. Allez, pub. Mais bon, non, alors. Mais ça me fait penser que. Attends, juste, excuse-moi. Non, mais ça me fait penser Attends, excuse-moi, que... je réponds. pardon, oui, Delphine, j'étais à Daïché en 2000, en juillet 2000. Et j'y suis retourné ensuite en décembre, en décembre 2000. Oui. Non, mais 2001, pardon. Rien à voir, mais par contre, Jean-Marie Le Pen, lui, s'en est sorti. Ah, il est vivant? Bah ouais, il a été hospitalisé il y a quelques jours et apparemment, bon, ça va mieux. Donc, ça va mieux. Donc, mon Dieu. Voilà, non, on lui souhaite pas de mal, mais bon, voilà. Revenons sur Monseigneur Gaillot. Juste par rapport à Monseigneur Gaillot, c'est le type de personnage de l'Église qui redonne leur lettre de noblesse à l'Église et surtout qui récupère le message subversif du Christ contre l'institution ecclésiastique.
Je trouve que c'est ce genre d'acteurs qui sont très importants et qui sont souvent ensevelis et complètement mis de côté, réprimés au sein de l'Église, parce que justement, ils portent une parole révolutionnaire qui est la première parole du Christ finalement. Tellement en fait la bourgeoisie a préempté le Complètement. catholicisme. Complètement. C'est pour moi, enfin pour moi, c'est pas pour moi, mais c'est vrai que le catholicisme c'est vraiment une des armes principales de perpétuation de la domination bourgeoise. Et par exemple en France, j'ai l'impression que des fois qu'ils ont déchristianisé la France pour justement que ce soit vraiment le précaré des bourgeois, quoi. Mais il y a toujours une lutte interne dans le christianisme, oui. de différentes Il y a différentes interprétations. tendances. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs Monseigneur Gaillot se politise aussi dans ces années-là, 60-70. Tu parlais de la théologie de la libération, qui est un mouvement hyper important, mais dans plein de continents d'ailleurs, pas seulement en Amérique latine, Oui. mais avec cette idée vraiment aussi de faire, et ça je trouve ça hyper important, de faire des pauvres non plus des objets de charité, de souffrance, de compassion, mais des sujets révolutionnaires. Des acteurs. Des acteurs de leur acteurs propre de leur histoire, libération. de leur propre libération. Alors, Et ça, c'est un changement fondamental dans la perspective de l'Église il y a- depuis des siècles. Tu peux Il y a pas passer, beaucoup tu de peux, choses à tu peux pas discuter. mettre une photo de lui, non? Bah, là, Bon, non. c'est pas grave. Oui. Mais Gaillot juste pour. C'est intéressant sur le protestantisme. Ouais, mais là, on va Oui, passer non, à autre chose. Oui. Juste Alors, un juste- petit mot. Ouais, mais il faut vraiment faire Ouais, court. très On a vite. fait 20 Justement, minutes sur ça, et hein. notre ami Ramon Grasfogel, qui a été aussi reçu par le pape récemment. Il était bien Euh, habillé. Hein? Il était bien Il habillé. était bien habillé, hein. Et voilà, ça fait aussi partie de cela. Ramon Grosfoguel, il faut le savoir, qui est un grand militant décolonial et qui a eu une grande importance pour nous, pour le Il faut le PIR, dire, etc., parce que qui nous a mis en liaison avec tout le courant décolonial. Parce que en c'était fait, hein. une conférence sur l'impérialisme, etc., sur la question décoloniale qui était organisée au sein du Vatican. Oui, Donc ça qui bouge durait au une sein de semaine. l'Église. Et c'est très positif. Et le pape François qui a eu S'inscrit là-dedans complètement. comme prof Enrique Dussel. Alors, Et c'est pour ça qu'il avait tenu, et c'est avec Enrique Dussel que Ramon est allé voir le pape. Parce qu'après, Voilà. vous Oui, allez me on y dire va. ah non, il faut qu'on reste plus longtemps Oui, sur oui. ça. Et vous direz, mais on n'a pas le temps, les gars. Juste un petit mot sur, je sais pas si vous avez vu Hugo Clément, l'une Non, des figures j'ai de jamais vu l'écologie de la gauche. Enfin, la gauche est très critique sur Hugo Clément. On va dire L'écologie islamophobe. centre quotidien. Voilà, la gauche quotidien, qui allait à Valeurs Actuelles. Au truc de Bardella. au truc de Bardella et tout, d'accord. et qui face a à vraiment Bardella. un discours en mode vous vous rendez compte que si on sauve pas la planète, là, tous vos discours sur l'immigration, ben, Ah, en tant qu'intervenant. oui, en tant qu'intervenant, pour Ah oui. inciter le Front National à agir sur l'écologie, parce que c'est vraiment le combat prioritaire. C'est Hitler, hein. Ah. Hitler était écolo avant l'heure, il paraît. Il y avait Valls aussi, mais bon, Valls, on sait depuis un moment qu'il est. Il y avait Valls aussi. Ouais, il y avait Valls. C'est incroyable. Est-ce Non. qu'on peut dire que Valls c'est une grosse merde? On a le droit de D'ailleurs, le il dire ou pas parlait du choc des civilisations, Ouais. de la guerre civile. Non, je crois qu'il parlait de guerre civile, du risque de guerre civile et tout. Valls. Manuel Bien Valls. sûr, à mon avis, il est en train de faire réunir de l'argent pour acheter des armes pour les fachos là. Et donc Hugo Clément qui a vraiment eu le discours écofasciste. En fait, lui, il n'a pas vraiment eu un discours écofasciste Oui, oui. en tant que tel, mais il a donné du crédit. Éco-nationaliste. Il a un peu en mode, mais soyez écologistes aussi, les fachos. Donc il donne Ouais. du Non, mais- crédit à Et d'ailleurs, Alors, vous d'ailleurs- pouvez le faire. D'ailleurs, Jordan Bardella Mais- lui a dit je suis Merci, d'accord, je Lapin. suis complètement bien- d'accord avec non, vous mais sur tout ce il que y a- vous dites. mais bien Non, sûr, mais Bardella lui a dit bien je suis sûr. complètement d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. je suis sérieux. Il y a- Épuration ethnique et il y a- coupe d'ozone. il y a- Bienvenue il y a- dans notre conférence. Ouais, il y a un discours écolo nazi. Hein, et c'est très Oui, très sérieux, complètement. c'est pas une plaisanterie. Hitler Oui. était précurseur, complètement végétarien, etc. Comment adorant la J'allais dire, nature. en plus, j'allais dire, il était vegan d'ailleurs. Ouais, non, mais sérieusement en plus. Non, mais Et- enfin, je veux dire, Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, notamment dans la revue, enfin la revue comment de... Bon, ça va me revenir. Vas-y, parle. non, vas-y, je t'en prie. Parle, vas-y, en fait, là- parle. Comment la parole est distribuée, c'est. Ah, j'ai oublié, vas-y, Dès que tu Youssef peux. arrête de parler, tu parles. Vas-y, gamin, parle. Non, bah parle. Hein. C'est Alors, bon, moi, il sait moi- comprendre. non, mais moi, non, je voulais, c'est contre je voulais nous. rebondir sur la présence de Élément. Manuel Valls. C'est que ce matin, j'ai vu qu'il y avait aussi Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles, Ah bah qui oui. sort un livre. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de. Un livre Enfin, sur c'est quoi pas une impression. Ils sont en train d'organiser une sorte de front de résistance anti-NUPES. Tu vois, Ah oui. coincé entre la gauche de la Macronie Ouais, et le PS version Olivier Faure. Avec Ouais. Roussel dedans, pardon. Et avec Roussel dedans. Bien et sûr, et bien là, sûr. si tu veux, t'as une bande de salopards Ah oui. du Pupponi, Valls, C'est le printemps républicain. Cazeneuve, voilà. Et Ouais. en fait, il y a une force politique qui est en train d'émerger Tout à fait. petit à petit, se présentant comme une alternative. Et C'est très va intéressant falloir ce que tu suivre dis. de ça, Ouais, va ouais. falloir suivre ça de près. Notamment là, je te dis, il a sorti un livre où comment dire, il fustige tous
tous les mouvements un peu Ok, woke, oui. indigénistes, enfin tous les termes habituels, tu vois. Il va aussi sur la question LGBT. Et donc, il était avec Pascal Pro. Et Pascal Pro, il disait, mais en fin de compte, On est voilà, d'accord. vous êtes devenus des réacs comme nous, quoi. Tu vois. Et le mec n'avait même pas d'argument, il était d'accord. Tu vois. Ah ouais. Et en gros, ils étaient en train de créer Bon. un peu en direct une alliance entre réac de tout, réac de gauche, réac de droite, unissons-nous, quoi. Ouais, ouais, L'arc c'est- républicain. C'est ça. Facho et réac du monde entier, unissez-vous. Hein. Mm. Et de toute façon, on l'a tous compris, on est sur une belle avenue hein, qui mène directement au fascisme. Mais Mm. voilà, une Ouais, belle non, avenue, c'est tout est- réel. tout est pavé. Hein. Jamais on a eu autant le sentiment d'aller droit dans le mur, d'accord, et qu'aucune force ne puisse arrêter cette espèce de véhicule. On pourrait dire à tombeau ouvert. Ah, On est en après, train- il y en a une quand même force qui pourrait. on est en train de rouler à tombeau ouvert dans le mur. Non, mais là La où seule, je- c'est la NUPES. Oui, bah voilà. Oui, Elle oui, se- bien elle sûr. se Il y a fait quand même des pilonner, la forces de NUPES. gauche, il y a Oui, oui, quand bien même- sûr. Il y a quand même un mouvement social Bien important. sûr, Il y a oui. quand même, c'est Ouais, pas rien. Ben oui, Il y a, mais il y a un ça- truc, c'est pas rien. oui, mais quoi. regarde, le mouvement social important, je suis d'accord, mais si ça ne se traduit pas, si ça ne trouve pas de Politiquement. traduction politique, ça va aller vers la fachotte. Le problème, il est là aussi. Et c'est là le gros problème des syndicats aussi, Bah oui. qui restent complètement isolés Ben, bien et sûr. qui ne veulent absolument pas de lien avec le politique. Parce que voilà, tu as tout à fait raison, parce que j'ai pas envie de jeter un pavé dans la mare, ou en tout cas de révéler une chose, mais franchement, on est 67 millions. Je veux dire, 1,5 million de manifestants, c'est très peu. Je le Oui, dis, mais c'est ça a très toujours peu. été le cas. Non, c'était d'ailleurs. moins dans les années. C'était moins en 95. C'était beaucoup plus en 95, je veux dire. C'était combien Bah, je crois qu'il y avait beaucoup 3 plus de. millions, non Ouais, il y a eu. On est. Ouais, on mais est- même si, c'est non, monté. mais même si tu fais la comparaison avec 67 millions, même 60 millions, 3 millions sur 60 millions, sur 60 millions, c'est pas grand chose. Oui, mais il y avait grève Moi, générale. c'était la logique Il y a du eu grève truc. générale. Il y a eu grève générale. Ouais, mais la division, enfin la manière dont les Français travaillent aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont les Français travaillaient en 95. Il y avait beaucoup plus de fonctions publiques, il y avait Oui. beaucoup plus Pas le même d'entreprises classiques, etc. Aujourd'hui, tu as Le travail est en miettes. Comme on dit, le travail est en miettes. Ouais. Voilà, le travail est en miettes. L'intersyndical Donc qui envoie. ça joue beaucoup. Moi, je trouve que quand même, le mouvement, il est durable. Oui. C'est-à-dire que c'est un mouvement durable, c'est un mouvement Alors. qui a été, c'est un mouvement qui s'est propagé sur tout le territoire. Qui s'est aussi propagé avec des actions, on le voit encore aujourd'hui là, avec tout le monde devant les hôtels de ville à 18h, le concert de casserole à 20h, etc. Je pense qu'il y a un mouvement qui est quand même massif, dans le sens où Ça prend d'autres formes. tu as pratiquement 80% des gens qui ne Alors, veulent pas de la réforme. Il y a un très grand, Projet. disons, il y a un point fort, il y a un très grand point fort, on le dit souvent, c'est l'implication de la jeunesse, qui était, je pense, moins importante. Cette implication était moins importante dans les années 90. Là, elle est vraiment massive. Hein. On a Ouais. quand même une puis, très grande. elle est Une consciente, conjonction quoi. de plein de Ça, sujets c'est qui font que- le point très positif. C'est le joker, on pourrait dire. Hmm. Et après, je trouve quand même qu'il y a un fossé assez impressionnant entre la stratégie de guerre civile du gouvernement, et notamment de Macron, qui est une stratégie de Lire guerre le QG, belliqueuse, etc. lire l'édito du QG d'aujourd'hui. Exactement. Et Si la, quelqu'un peut poser le lien dans et quand même le la, chat, s'il vous plaît. je veux dire, la faiblesse des stratégies élaborées par les syndicats. En fait, c'est ce fossé en fait, qui ne cesse de se creuser entre une radicalisation autoritaire, belliqueuse de la part du gouvernement, des différents gouvernements, et de l'autre côté, une intersyndicale qui est dans l'unité permanente, l'unité, qui saute sur sa chaise comme un cabri en parlant unité, et finalement, Référence à De Gaulle, ça. oui, voilà. Et finalement, Bravo. j'ai envie de dire, à un moment donné, l'unité, ça devient l'antithèse de la politique. Ça devient je veux dire, Merci, Enrique. on supprime toute forme de conflit par cette référence à l'unité. Et l'unité confine à la modération. L'unité confine finalement à des formes d'action qui restent complètement modérées et qui sont en deçà de ce qu'exige la situation. Et ce serait quoi l'alternative? Alors, Là, c'est la grande bah, question. si. il y en a plusieurs, même. Je suis désolé de vous couper. oui. C'est important. Comme Regardez l'électricité, le d'ailleurs. pseudo du gars. Enrique. Lequel Enrique du sucre. C'est tellement c'est lequel débile. Enrique du sucre. Ah, du sel. Ah Pardon, Pas excuse-moi. mal. Bah, Je c'est- l'ai vu passer ça là, je me suis dit, mais quel rapport Mais oui, du sel, tu connais pas? C'est un philosophe Bah, latino-américain, C'est Enrique le- du c'est sel. le- c'est un- c'est un des- non, mais On c'est va un en des parler, papes- on va en C'est un parler. des papes de la décolonialité. D'accord, je le Ouais, fais. ouais. C'est un grand copain de Ramon et c'est lui qui a emmené la délégation voir le pape, justement, Enrique Ok. Dussel, qui est argentin, qui a été prof Pas mal, de pas philo mal. du pape.
Pardon, je vous ai coupé pour ça. Ouais. On continue. Et Alors, d'ailleurs, Non, mais surtout que ma Mais question surtout- était très non, mais- importante ouais. parce que Mais franchement, on va le dire, il y a des Justement, moyens. Attends, Il y a mais des justement, moyens. justement, On va le en dire, fait, il y a coupé l'électricité, bien entre- sûr. Voilà, mais entre Non, par rapport à l'unité. oui, mais par rapport à l'unité. Mais Je veux dire, si elle doit se faire ta dans stratégie, l'offensive. c'est d'être dans l'unité avec oui. la CFDT, tu finiras dans le mur. Tu Et- finiras Oui, par, t'es obligé. Non, par mais- rappeler à la mobilisation, à des Après, le- manifestations. le Vas-y. problème, c'est que la CFDT, c'est Laissez-vous ceux qui ont parler. plus de syndiqués. Hein. C'est ça aussi le problème. Oui, Elle est c'est ça passée- le- elle est oui, passée oui, devant la oui, c'est ça CGT le- maintenant. Oui, mais ça fait Ouais, un elle est petit passée- moment, ouais. Oui, mais elle est Elle est passée devant, elle est repassée devant la CGT. Non, Non, je crois pas. Ah, la CFDT, CFDT, oui, la oui. CFDT, c'est Ouais, la ouais. plus grosse, le plus gros syndicat de France pour l'instant. Ouais. L'horreur. C'est aussi ça le problème. Oh, pardon. D'accord, mais certes, mais c'est ça que je disais aussi l'autre fois, c'est que certes, il y a du monde, certes, la CFDT aussi a une capacité de mobilisation, mais le nombre aujourd'hui ne suffit pas. Je le disais depuis le début, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 millions, il ne changera rien. C'est ça que je dis en fait par rapport à la capacité de mobilisation. D'ailleurs, C'est- je sais pas si vous avez vu, mais Laurent Berger, président là, de la CFDT, a dû s'expliquer à la télé et il s'est expliqué, il s'est aplati parce qu'il a dit qu'à la prochaine manif, ils allaient casser la baraque. Voilà. Et donc, je vous jure que c'est vrai. Il a dû expliquer, mais non, mais nous, Miskin. vous savez, on est non-violents, on est contre la violence et tout, juste parce qu'il a dit, on va casser la baraque. Il s'est aplati. Non mais, Aplati. non mais les amis, je vous dis, on a l'impression qu'il y a un puzzle qui est en train de se mettre en place avec tous les éléments. D'abord, à mon avis, destruction du tissu social, de toute façon, destruction de tout ce qui avait été construit après la guerre au niveau de ce qu'on appelle le welfare state, hein, l'État-providence, etc. Destruction, absolument. Ils ont ça en tête. Ils le disent et ils le font. Et puis ensuite, destruction de toutes les associations qui puissent, qui pourraient évidemment servir de cadre de protestation. La LDH, on s'en prend à la LDH maintenant. Donc on voit bien. Justement, Philippe Val, la vidéo Oui, qui oui. montrait Il a fait un édito là-dessus. Wissam, c'était sur la LDH, Ouais, mais ouais. Un temps- comment dire, Une offensive incroyable. attaque en règle. Ah non, mais ils Une vont attaque en règle. rien laisser. Il n'y a plus aucune association. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le décor du drame à venir est en train de se mettre en place. Et on a encore les moyens. C'est pour ça que d'ailleurs, on le dit, hein, qu'on a voulu avoir ce répit, et puis que personnellement et d'autres ont voté Macron, je le dis bien, hein, pour uniquement avoir du répit. Non, mais c'est important de le dire. Je ne suis pas en train de dire, on sait. pour pas que les gens viennent encore nous dire. Hein, Oui, mais- oui. Et je dis simplement une chose, c'est qu'on a ces 4 ans. Et bien sûr qu'il y a des choses à faire. Alors, les coupures d'électricité, c'est à mon avis, c'est les raffineries, on l'a dit. Les éboueurs qui ont repris, d'ailleurs, il faut Ouais, les bon, saluer ouais. parce que c'est Faut absolument soutenir. exemplaire, cette grève des Et éboueurs. d'ailleurs, il faut, pour ceux qui ne peuvent pas faire grève ou qui ne font pas grève, on va pas être dans le jugement ou dans l'explication individuelle. Si vous pouvez contribuer aux caisses de grève, Ouais. n'hésitez pas à le Oui, faire. oui. Il y a des caisses de grève pour soutenir justement les Tu vois, grévistes. juste, Tout n'est pas regardez perdu, je pense qu'on a les je moyens regardais encore. Olivier Eric. Mathéo, donc le syndicaliste, qui lui dit voilà la séance, pas la séquence, pardon. Il dit pas la séance est close, mais en tout cas voilà la situation actuelle. Ouais. Il va Fin de falloir l'acte penser. 1, on va Il dire. va falloir penser à de nouvelles stratégies. Ouais. Et Mélenchon est complètement d'accord avec lui. Bon, il le retweet, etc. Mais je pense qu'il y a là, entre quelqu'un comme Mathéo et quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, la perspective justement d'une forme de D'alliance du dialectique, syndicat, entre politique, oui. le mouvement politique et le mouvement Il y a syndical. un oui, axe oui. intéressant. Quoi. Voilà, Oui, oui. Et en fait, ces deux doivent C'est marcher, nécessaire, ces deux bien doivent sûr. marcher ensemble. Entre le mouvement social et le mouvement politique, s'il n'y a pas une traduction derrière, s'il n'y a pas des liens qui se font, il n'y a rien qui se fera. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la stratégie apolitique des syndicats a montré ses C'est limites. limite. A montré ses limites et ne mène strictement à rien. Parce que être dans la rue, manifester, sans avoir un discours politique, un discours de Une classe, stratégie. une stratégie, et même un discours d'affrontement, un discours Oui, de voilà, classe mais une derrière. stratégie, quand je Oui. parle de stratégie, une stratégie d'affrontement et de, Voilà. de rapport de force. Si on devait faire un petit parallèle, excuse-moi, mais en 78, la très grande grève qu'il y a eu en Lorraine, hein, lorsqu'il y a eu le démantèlement de la sidérurgie lorraine, Ouais. c'était quand même 400 000 personnes qui étaient impliquées. Hein. Bon, il n'y a pas eu 400 000 licenciements secs, mais c'était énorme. Mais la mobilisation était absolument énorme, gigantesque. Mais ce qui a vraiment manqué, c'était le relais politique. Le relais politique, il arrivera que quelques années plus tard avec l'Union de la gauche, mais c'était trop tard. En plus, l'Union de la gauche, c'est elle qui a achevé ce démantèlement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as tout à fait raison de le dire, c'est indispensable ce relais politique. Indispensable. Mais il faut, C'est ce qui faisait la force du mouvement syndical avant, c'est qu'il était lié au parti commun. Enfin, la CGT était liée au PC. Et voilà. mais il faut aussi accepter d'avoir d'autres formes de mobilisation parce que Ah je oui. pense que aussi les gens en ont marre de défiler Oui, Ah, toutes c'est les ça, 2 avec semaines, d'autres de formes. marcher pendant toute la journée. Totalement. Il faut Moi, être ça me inventif, fascine créatif. de voir- un côté Moi, ça me tourner en fascine rond, de voir les hein. trucs de la CFDT, c'est-à-dire qu'ils viennent en bus,
il marche, il rentre en bus. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc, on vient, on fait sa petite On promenade a fait le et job, on quoi. rentre. Mais- Oui, mais je suis Moi, là en je me mets mode, à la place mais du il y a gouvernement, rien. c'est Il y a- pas dangereux. Mais Je oui, me mets à la c'est place vrai. du gouvernement. Mais c'est là qu'il y a tout un discours autour de moi le truc de Footloose Ball et tout. Mais Ouais. les gens eux-mêmes Les concerts de s'adaptent. En casseroles, fait. c'est très bien, Si vous voyez, c'est que les plus grosses les manifs les plus violentes, les plus on va dire agressives, conflictuelles, c'est le soir, c'est-à-dire après le taf. Ouais. Voilà. Vu que maintenant c'est en plus difficile avec l'inflation, avec il y a beaucoup de gens en galère, donc c'est difficile de se mettre en grève. Ok, grève après le boulot. Et donc tu as beaucoup le soir et tout, les gens viennent bouger et mettre un peu le bordel dans la rue. Et ça, mine de rien, c'est ce qui dérange le plus. Ça, c'est pas Bien pour sûr. rien qu'il y a beaucoup plus de violence policière dans Il y a ces moins cas-là. de monde, mais Ouais, l'impact, et là, c'est l'impact sur le sur je dirais l'image et médiatique et même politique, il est beaucoup plus fort. Ouais, Bien sûr, d'autant plus qu'ils peuvent moins mobiliser de policiers le soir. ouais. Faut le savoir, évidemment, parce que les policiers sont aussi des travailleurs. Ceux de l'uniforme. Et puis, il faut quand même Voilà. revenir sur tous ces discours autour de la violence. Le rejet catégorique de la violence est absolument ridicule. Je veux dire, la violence doit être. La violence est là. La violence est là. Elle est partout. Elle est dans l'ordre social. Elle est dans l'ordre policier, etc. Mais il faut surtout pas avoir une position dogmatique ni pour ni contre la violence, dans le sens où il faut appréhender la violence comme une tactique à un certain moment, dans certains contextes, dans C'est un certaines. produit du rapport Voilà, de c'est un force. produit du rapport de force. Il ne s'agit pas d'être des fanatiques Ouais. de la violence, Ouais, pour dire ordinaire. violence, qui ne mène à rien. Mais il faut la penser stratégiquement, tactiquement, dans des configurations spécifiques, en essayant de faire le moins de dégâts personnels pour voilà. Mais voilà. Il faut aussi la penser dans une perspective plus large de mise en tension et de stratégie quasiment insurrectionnelle. Mais surtout qu'en face, elle est pensée, la violence. Bah, bien sûr, Elle mais est c'est ça que extrêmement pensée. Mais quand je parle du Quand fossé tu qu'il y vois a, quand tu vois toute l'arsenal comment dire policier qui s'est développé avec notamment, on en parle beaucoup, les braves M, quand tu vois comment dire les déploiements de force, franchement moi je trouve que là cette année sur ce mouvement là ça a jamais été aussi visible, tu vois, de vouloir mettre en scène la violence légitime de l'État. Tu vois, avec des grandes lignes comme ça, ça me faisait penser en fait à Rome. Tu vois, enfin les films sur Rome et tout, t'avais les légions comme ça. Ouais. Oui. Et ça me faisait Elle est vraiment penser à ça, incroyable. les légions romaines, tu Ouais. vois, qui Ouais. Même eux, ils protègent le devaient Sénat, être quoi. serrés, Ouais, C'est ça. en mode, C'est les légions romaines contre les barbares, quoi. Voilà. C'est contre Et Hannibal. donc, Ouais, c'est de réaffirmer pour l'État la prééminence de la violence légitime de l'État, et deux, On va dire légal. voilà, Nous, on légal. dira Non, plutôt mais légal, pas légitime. légitime pour Oui, l'État. Oui, bien sûr. Bah oui. Et deux, comme tu as dit, comment dire, d'ensauvager, on va dire, de dégrader l'image des manifestants à grand renfort Merci, ça, de campagne médiatique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, tu avais BFM qui est devenu Oui, l'organe officiel, enfin la voix- société de com, l'agence de com Bien sûr. de la police. La voix de la Où ils- dictature, Voilà, BFM, ils tu vois. suivent RTF. les braves M, Ouais. les gentils braves M, tu vois. Oui, Et, c'est des hommes comme les autres. Bah oui, Sous leur il y a uniforme. un cœur qui bat Oui, un sous cœur qui cette, bat. sous cette Mais matraque. Ouais. tu vois ce qui est Sous important aussi, ce LBD, il y a un cœur qui bat. avec Mais- cette, Vas-y. juste- non, mais juste Tiens. avec cette séquence-là, c'est quand même tout l'édifice pseudo-démocratique qui s'effondre Bien sûr. par rapport au 49.3, par rapport au Parlement. Et aussi, je veux dire, il y a encore une attente de la part de responsables politiques. Ils sont toujours dans une forme de légalisme démocratique, en attendant par exemple la décision du Conseil constitutionnel, qui est Oui. je veux dire qu'il y a un conseil qui est là pour avaliser les décisions gouvernementales et pour donner une assise constitutionnelle au néolibéralisme depuis des décennies. Quand tu vois par exemple que des gens qui siègent au Conseil constitutionnel sont des anciens du gouvernement, quand tu vois que Fabius le par sang exemple, contaminé, mais il n'y a Jacqueline pas Alain Gouraud, Juppé Juppé, Si, il y a voilà, Juppé, si, Juppé, bien sûr. Bien sûr. qui s'est sauvé au Canada après Bien avoir sûr, bien sûr. Bien sûr. pris Ou- des alors- HLM. Ou par exemple, avant- j'ai appris que la moitié des salaires qui étaient versés aux membres du Conseil constitutionnel le sont par le gouvernement. Donc, il suffit que Pourquoi la moitié la moitié Bah. du... Non, mais l'autre moitié, je ne sais pas exactement. Mais je sais que la moitié du salaire qui est versé au... Bah, je sais pas. C'est une fonction, cinq tout sur le neuf, salaire. C'est une par fonction, mais il y a Macron. une moitié du salaire qui est prise sous décision gouvernementale. Alors, Et donc, Là, c'est un je moyen pense de qu'on aura pression pas et le de temps dépendance vraiment de faire vis-à-vis sur du le Conseil gouvernement. alors non, constitutionnel. très rapidement. Ouais. Leur salaire, c'est à peu près de 14 000 euros. Oui, mais- la moitié est, Oui, est mais conditionnée en par des plus- gouvernements. mais en plus, j'ai appris qu'il y avait une enveloppe secrète dont le montant n'a pas été révélé, justement, hein, et qu'ils touchent également. Et ils Incroyable. peuvent cumuler cela avec leur retraite.
En plus. Mais vraiment, Mais- moi, juste le Conseil constitutionnel, ça me fait penser à l'IGPN. C'est juge et parti. Voilà. Bien sûr, Voilà. bien évidemment. Et sur la violence, je pense que moi, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être des fragiles, il faut arrêter le truc de vous condamner les violences quand on voit en face, eux, comment soit nient les violences, Surtout pas rentrer dans c'est-à-dire qu'il n'y a sûr. pas de violence policière, Bien sûr. soit disent ah bah c'est légitime. Mais à un moment donné, bien il faut sûr. aussi c'est légitimer que légitimité Non, légitimité. Il faut légitimer. non légitimité contre légitimité. Ah oui, oui. Ah non, Ah non, oui, c'est- voilà. non, non, C'est un non, ils ont la conflit de légitimité, légalité, ouais. on a la légitimité, c'est l'aspect moral. Mais surtout, en fait, leur Et on va- principal argument aussi souvent, c'est mais les 3 millions de personnes dans la rue ne représentent pas le reste Ah de oui, la population française. Oui, oui, oui. Mais déjà, c'est faux, parce qu'une grande majorité Mais- de la population française est contre la réforme. Mais quand bien même, Mais- il y aurait 3 millions de personnes et Oui. simplement qui seraient contre la réforme. Ouais, Il s'agit de réfléchir sur le bien fondé d'une loi, bah, bien sûr. sur ce qu'elle implique sûr. pour la majorité de la population. sûr. C'est de ça dont il est question. Mais- C'est Et- pas en fait, de. il y a aussi C'est les- pas de. Et la Révolution française. Voilà, il y avait une ne s'est- minorité. hein. Ne s'est À pas la- fait avec les 20 millions de Français qu'il y avait à l'époque. Voilà, C'était vraiment une minorité. Voilà, hein. c'est les Il y a minorités aussi qui font la- l'histoire. Minorité active. Bien Il y a sûr. les aussi la minorités qui question font de l'histoire. le genre le modèle démocratique et moi ce qui me fascine c'est à quel point ils sont persuadés de eux représenter la démocratie Ouais. et d'avoir vraiment en fait c'est vraiment des despotes éclairés. C'est-à-dire là j'écoutais une intervention, je crois que c'est la présidente de l'Assemblée, je sais plus Oui. quoi et tout. Bien sûr. Et mais qui dit vraiment en mode Braun Pivet. oui, je sais que notre loi était pas populaire, que la majorité voulait pas, mais c'est dans l'intérêt du pays et c'est comme ça, il le fallait. Mais en fait, mais veut dire, c'est les quoi, gens qui c'est déterminent. voilà, vous décidez À eux la- seuls que- ouais. C'est-à-dire que 90% des gens sont contre. Mais ils ont on tort, sait quoi. que voilà, on a raison. C'est la Yes. dictature de la bourgeoisie, il faut absolument le répéter. C'est pas l'État, c'est la C'est le mec dictature qui de la frappe sa bourgeoisie. femme pour son bien. C'est quoi. c'est la bourgeoisie qui a pris en main l'État, qui domine l'État et qui impose cela. Mais moi alors, je dis, et attends, très attends, vite, juste deux dis, secondes. il faudra être là le 1er mai. Ouais. Il faudra être là le 1er Ah oui, oui, mai. il faut y aller absolument. Là, le Et que 1er mai. faire Est-ce qu'il faut marcher et juste rentrer chez soi C'est écoutez, ça la question. hein, Là, je sais On pas. verra ça. Après, On verra moi ça. je sais que. Après, on n'a pas envie de se faire moi, je bannir sais la que cela- sandwich. Non, mais Cela attends, ne nous attends, regarde attends. pas. Ouais, attends, moi je sais que là, il y a le ramadan qui va se terminer. Tu seras On chaud. va travailler un peu le cardio. Ouais. Je te mens pas, Mais je vais pas te mentir, on va travailler un peu le après, cardio. légalement, on pourra pas dire On va travailler davantage. un peu le On a une cardio. chaîne Twitch. Ouais, voilà. Je Oui, voulais les juste- amis, Ah, euh, j'ai dit, on va je travailler le juste- cardio. On va travailler le cardio. nous, Voilà. nous appelons à la modération. Je voulais- répète, je nous voulais- appelons à la À la modération. modération, poil au fion. Je Là. voulais juste terminer sur un truc par rapport Non, à ce que Sbeul vous le disiez, 1er mai, par franchement. rapport à ce que disait notamment la Ah, chef c'est de bon, la ça Assemblée me nationale. hashtag, ça. Parce qu'on est très en Ouais, retard. Sbeul le 1er mai. Sbeul le- Hashtag Sbeul le 1er mai. Hashtag Attends, le on est 1er très mai. en retard. Non. Excusez-moi. Désolé. On a vraiment affaire à une aristocratie du savoir. Et je voudrais juste renvoyer un ouvrage qui est très bon sur cette question-là, d'Albert Hirschman, un sociologue, qui s'appelle 2 siècles de rhétorique réactionnaire, et qui montre en fait comment, depuis 2 siècles, ceux qui ont proposé une transformation de la société se sont vus opposer des rhétoriques réactionnaires. Par exemple, il en donne une de ces rhétoriques, c'est la mise en péril. Si jamais vous mettez en place ce genre de loi, par exemple, ou de réforme sociale en faveur des salariés, etc., ça va mettre en péril tout le reste de la société, voilà, des de la acquis, société, etc. Et des acquis même. Voilà. Il nous Et fait d'ailleurs, croire que- Macron l'a dit quand il a fait son interview à 13h. Il l'a dit aujourd'hui. Il critiquait le fait que la Peux-tu démocratie. répéter le nom Ouais, du faut livre vraiment aller vite. Non, Je suis mais désolé, les gars. Faut je vraiment aller finis, vite, on est très en Albert retard. Hirschman, 2 siècles de rhétorique réactionnaire, c'est très intéressant. Et sinon, il y a comme dans on la dit. tête des Black Blocs aussi. Un livre qui vient de sortir. On en parlera sûrement avec, Oui, c'est ça, avec les antifascistes. Juste un petit point là sur le truc national avant de parler international et de ressort après l'ICEL. Le fonds Marianne, je sais pas, vous avez eu le scandale Ah du bah fonds oui. Marianne qui a été détourné. On en avait déjà parlé, Ah, qui avait oui, détourné pour 6 fois oui. Et on a vu pire, ça a aussi été détourné pour un média sur Internet et tout, Ah ouais. qui a fait que de la propagande anti-gauche. Vraiment. Ah oui, bien sûr, Anti-gauche, ça a bien été sûr. payé pour. Mais- C'est un truc de malade. Mais tout le dispositif anti-radicalisation et anti-séparatisme, etc., c'est un fonds de commerce à la SOS Racisme. Hein. Bah C'est un gros business, d'accord, qui brasse des sommes énormes. Et le plus scandaleux, c'est que j'ai lu le communiqué qui a été fait par Schiappa, là. Hein. Ouais. Il y a un communiqué. Elle ose invoquer les victimes. Alors, elle termine avec les victimes, etc. Mais la famille, mais qu'est-ce se qu'ils demandait sont- compte. Ouais, Mais la- bien sûr, qu'est-ce qu'ils s'en tapent des victimes? Qu'est-ce qu'ils s'en tapent des victimes? C'est ça que je Des trouve absolument charognards, ces gens. ignoble. Ah Des ouais, charognards. mais de C'est croquer des la- pompes la à fric, LICRA, des aussi pompes à était, finances. a reçu de l'argent de Ah bah ça bien et tout. sûr. Mais dans Bien quelle sûr. démocratie Bien tu ne sûr. vois aucun média faire ça une Il n'y a par aucun deux compte jours qui est demandé. Mais Il n'y a ouais. aucun Dans compte qui est... n'importe quelle démocratie normale, cette Oui. femme aurait démissionné. Mais bien sûr. Elle a utilisé de l'argent sur le dos de morts. Et elle envoie balader tout Il le y aurait monde. eu une asso musulmane là-dedans, croyez-moi que ça aurait fait la ils une. auraient Oula sauté, ils auraient déjà sauté. Ah ouais, Ils non, auraient mais déjà c'est- sauté. Malade. Mais tu vas en Suède, dans Ça fait n'importe penser quel au truc Bien de l'arc, sûr. là. pays, Tu sais, un la minimum. bien question de l'arc. sûr. Tu
te souviens Oui, bien, L'association oui, contre bien le sûr. cancer. Oui, bien sûr. C'est Exactement. pareil. Alors que les frais généraux, etc., dilapidaient absolument tous les fonds. Non, c'est absolument odieux. Oui, génial. je repense à des pays, comme tu dis, des pays du Nord, hein, où Oui, on a des premiers ministres qui se baladent en métro Ah. et en vélo, Non, hein, non, il reste un dernier truc qui se baladent en métro Mais et en vélo, etc. Et là, dépasser. on a la France avec. pourra C'est absolument dépasser. odieux ce qui se passe là. On pourrait Absolument même odieux. Ah, d'accord. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter de tout ça. parce Elle a que fait c'est la une de vraiment Playboy, donc c'est bon. un truc de malade. Et je voulais juste avoir un dernier point international. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous avez vu l'initiative de Lula. Oui. De se présenter, déjà de remettre le Brésil sur le devant de la scène, mais d'une manière positive. Hein, Ouais. Ça change énormément. Ah bah, ça change tout. Comment il s'appelle le président Cet enfoiré de Bolsonaro. Bolsonaro et tout. Ouais. Et qui essaye de jouer vraiment le médiateur par rapport à l'Ukraine. Alors, avec la Chine et les Émirats Arabes Unis, il me semble. Mais c'est aussi intéressant depuis quelques temps, et depuis surtout la guerre en Ukraine, j'ai l'impression, Ouais. cette montée en puissance il y a le BRICS, mais aussi des pays du Sud quoi, qui se disent bon, bah Ouais. c'est bon, Ouais. le Alors, cycle est fini, maintenant nous aussi on peut jouer un Alors rôle. c'est un espoir. Alors, attends, avant que tu rentres dans une longue analyse, juste, moi, ça me fait super chelou, tu vois. Parce que, en fait, le Brésil, voilà, pendant 4 ans, c'est les gros bâtards, les gros enfoirés. Enfin, alors, bien sûr, c'est Bolsonaro avant tout. Mais on a tendance à englober, tu vois, intellectuellement. Et hop, du jour au lendemain, on Ah se ouais, retrouve ça avec devient, avec Lula Lula, et tout, et on machin. se dit, merde, maintenant, c'est nos potes, comment on fait, tu vois. Ah ouais, Et mais Lula, j'avoue que moi, ça c'est- me déstabilise pas mal. Mais Voilà, d'ailleurs, j'avais il a envie de mis- dire ça me met dans une panique affective, quoi. Et d'ailleurs il a accusé Lula les D'alimenter la États-Unis d'alimenter la guerre. Hein. Bah, bien sûr. Ah. Non, il est. Non, c'est- il- La guerre en Ukraine. Ouais. Ouais, bien sûr, Dans non. la livraison Bon, d'armes. on- Mais c'est on- pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Alors, des gens ont critiqué Lula, etc., trop modéré, tout ce Non, qu'on mais veut, sur la etc. politique Mais internationale. finalement, il il tient la route. Finalement, il tient la route. Alors maintenant, il y a beaucoup de critiques sans doute à faire au niveau interne, Interne, etc. oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il est obligé Mais aussi de composer mais avec. c'est Mais quand ça- même une bouffée d'oxygène quand on voit que le système, parce que faut comprendre une chose, c'est que la France n'est pas un élément séparé du tout. La France est un élément dans le dispositif impérialiste qui est extrêmement important. Et dès l'instant où l'impérialisme est en péril quelque part, forcément, ça a des retombées positives. Ne pas oublier que si dans les années 70, il y a beaucoup d'avancées sociales en France et autres, c'est parce que jamais l'impérialisme a été autant menacé que Il dans les était années tenu en 70, respect. avec la guerre du Vietnam, avec toutes les guerrillas en Amérique latine et tout, l'impérialisme était vraiment sur la défensive. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, ça promeut le mouvement social et ça encourage, etc. Donc il faut bien comprendre cette dialectique qui existe entre l'intérieur et l'extérieur, entre le national et l'international. Donc voilà, donc à chaque fois que l'impérialisme prend des coups, quelque part, c'est une excellente chose, c'est une très bonne chose. Non, mais Lula, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis le fait du commerce avec le yuan maintenant. C'est un exemple parmi d'autres quand même de l'émergence d'un monde multipolaire et vraiment on voit semaine après semaine les signes d'une fin de ce monde qui avait été inauguré après la chute du mur de Berlin et la toute-puissance états-unienne. Quand tu vois, on parlait du Brésil évidemment, qui a une diplomatie on va dire altermondialiste, en tout cas de dialogue notamment avec les pays africains et pas seulement, mais avec les pays du Moyen-Orient, avec la Chine, avec l'Inde. L'Inde qui n'a pas du tout envie de se positionner notamment par rapport à la guerre en Ukraine. Oui, qui est vraiment dans qui oui, fait oui, ses intérêts. Quoi. qui Non, suit mais ils complè- sont sur leurs qui suit intérêts complètement- propres, c'est-à-dire qui dos à suit- dos. si tu veux complètement égoïste, mais il qui suit vient complètement il y a quelques jours de devenir le premier pays le plus peuplé au monde. Hein. Oui, ouais, Oui. il y a 3 jours. Combien de personnes 1 1 milliard 200 millions ou 150 ouais, à peu millions, près, ce qui était ouais. la Chine avant, à peu près 1 milliard 150 millions, je On pense. continue. Ouais. Et quand tu mets bout à bout, notamment par exemple l'accord qu'il y a eu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça peut paraître loin, mais ça fait aussi partie de cette reconfiguration Bien sûr, géopolitique du Bien monde sûr. qui sous l'égide de la Chine. Sauf qu'il y a 10 ans, la Chine ne serait milliard jamais quatre. rentrée au Moyen-Orient pour arranger ce genre de Ouais. conflit qu'il y avait. Donc ça augure quand même quelque chose de, Il y a une perte de de puissance. très très Il y a une positif. perte de puissance. De très très positif, et sans doute que les Européens et les États-Unis, donc les Occidentaux, n'avaient pas vu venir Vous avez du mal à parler ce soir. on est fatigué. N'avaient pas vu venir ce qui est en train de se passer là et l'émergence d'un Sud anti-impérialiste, d'un Sud qui ne veut pas s'aligner. Alors d'une certaine Ouais. façon, la guerre en Attends, Ukraine a précipité cela. A D'une certaine précipité façon, cela. a une Complètement. grande influence là-dessus. Et Mais heureusement pour- qu'il y a mais eu si tu veux, l'élection de pardon. Lula, hein. Vas-y. Non, Oui, 1,4 milliard. j'entends ce que dit Tariq en disant que c'est positif dans le sens où il y a une émergence je veux dire d'altérité, quoi, si on peut dire, sur l'échiquier mondial, mais c'est aussi inquiétant, quoi, parce que je pense pas que Oui. le bloc occidental il va laisser Ah non, ça, c'est comment sûr. dirais-je son hégémonie Ah non. Ouais, mais s'effriter aussi facilement. Oui, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que même lui, il commence à être partagé, le bloc Ouais, ouais, occidental. On a vu avec la sortie de Macron sur Taïwan,
et sur la Chine. Avec l'Arabie Saoudite aussi. Ouais, Enfin, même donc si il c'est y a pas vraiment exactement le bloc un- occidental, mais tu vois, ça Mais fait et partie même, des alliés. signe aussi du changement, il me semble que, alors je sais plus quel est le critère économique, mais que La ils ont Pologne. montré que le BRICS est devenu plus puissant économiquement que le G20. C'est-à-dire que là, c'est en train vraiment de commencer à le Si tu concurrencer. mets bout à bout la Ah oui, Chine, l'Inde, la Chine, Chine, le le Brésil, Brésil, sont vraiment. surtout les trois, parce que l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a appelé un G20 politique, Lula. C'est vraiment en mode, c'est bon, là, c'est terminé, vous, là, le petit G20. Ah, mais c'est évident qu'avec la construction du BRIC, etc. Le G7, oui, c'est ça, le G7. Ouais, ouais, avec la construction du BRIC, ça va être le principal problème des États-Unis. D'où la course à la guerre des États-Unis, parce qu'il faut absolument empêcher cela, cette construction d'un pôle rival. Et c'est aussi ce qui malheureusement accroît aussi les risques de guerre générale. Bon, on est sage, on va arrêter là et on va accueillir Madame Lissel Quiros. Si Lissel est arrivée, il me semble. Bonjour Lissel. Alors attention au fil. Bonjour. On te fait Comment ça va? Les Sud-Américains, c'est là-bas. Ah ouais. Les Latinos, c'est là-bas. C'est l'apartheid ici. Oh, je plaisantais. Hein. Bonjour Lissel, tu vas bien? Tu es arrivé il y a 5 minutes. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu étais déjà venu ici avec une super émission sur les mamans. J'invite les gens à aller la revoir. Je ne sais pas si quelqu'un... Avec Mirabel et avec Yessa. Oui. C'était à l'époque où on Avec avait... Julia aussi. Alors, je te mettrai juste le micro pour que tu... je me rappelle, c'était à l'époque où on était vraiment un peu clochard, c'est-à-dire qu'on avait une caméra dégueulasse, on était assis en chaise là, Les chaises de mais on camping. faisait quand même des émissions de qualité, elle était très très bien sur la maternité, c'était le titre de ton précédent livre, et tu reviens avec un livre qui est coécrit avec Philippe Collin, que je ne connaissais pas du tout. Peut-être que tu nous le présenteras, je ne sais pas sur quoi il travaille lui, mais Philippe Collin, et vous avez écrit ce livre-là, Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Alors, on est plusieurs à l'avoir, je crois que Samir l'a acheté aussi. Voilà, c'est beau, je crois que Tariq l'a aussi. Tu peux montrer, regarde, on monte tous. Oh là là. Et qui est le seul qui l'a pas? Qui est le seul qui n'a pas ce livre? Mais moi, c'est en Chanois. Bluetooth. Ah, c'est en Bluetooth. Ouais. Youssef, la dernière fois, il y avait un livre sur la Palestine qui faisait 1000 pages. Il voulait l'acheter, il a fait ça, il a fait « Oh, c'est bon, je connais tout. » Il est neuf, le livre, hein, c'est-à-dire que c'est un livre d'articles de maintenant. Non, C'est des les articles étaient compilations anciens, c'est une compilation de C'est textes. pas vrai, c'est pas vous vrai, c'est connaissez. des articles. Oh, bah, je peux vous les dire, mais en plus. Bref, En on l'a plus, lu. Le titre était trompeur. On l'a lu, il est. Moi, j'ai beaucoup aimé. On va en discuter. Tariq, tu l'as lu aussi. Mais avant d'en discuter, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur le sujet? Est-ce que le fait que on entend de partout les décoloniaux, le décolonialisme et tout. Monsieur Collin. Oui. Non, Oui, oui, parce qu'ils sont deux. Tu vous voyais à Ah Lissel, non, parce qu'ils sont deux. Oui, donc, oui. ils Non, ont non, écrit à deux. Est-ce que ça a été Tous des faillots, une de vos motivations aussi de mettre un peu en lumière vraiment ce que sont les théories décoloniales au-delà de tous les mythes, derrière tous les discours très débiles sur le sujet? Oui, absolument. Déjà ça, au-delà tout ce qu'on dit en général, tout et n'importe quoi, le décolonialisme, des questions... Toutes les sauces, quoi. Oui, et qu'on introduit sans vraiment jamais définir. Donc il y avait déjà cette envie-là de faire connaître aussi tout... Alors on se rendait compte non seulement qu'on ne savait pas, mais qu'on ignorait complètement qu'il y avait autant de production et de pensée, parce que en fait... Derrière, il n'y a pas que la théorie, ce qu'on appelle le groupe modernité, colonialité, décolonialité, mais sortir et dire que ce groupe-là, il n'est pas tombé du ciel et que lui-même, il a puisé et puise sur d'autres courants ou des travaux des penseurs depuis le début du XXe siècle, au moins. Enfin, nous, on est parti un peu du début du XXe siècle, et qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de théories. Bon, la théorie de la dépendance, la théologie de la libération, des choses qu'on a entendues, dont on a entendu parler surtout dans le milieu universitaire, mais qu'on ne connaît pas et qu'on ne rattache pas forcément à la théorie décoloniale et comme base, comme généalogie de cette théorie. Donc il y a eu ça, effectivement, et je profite pour dire que Philippe Collin est un collègue, est un universitaire, spécialiste plutôt de la partie de la Colombie, et la théorie critique colombienne. Il est prof à Limoges. Voilà. Là, vous avez partagé comment? Vous avez chacun des sujets de prédilection ou... J'imagine que la partie à la fin, il y a beaucoup sur le féminisme, c'est plutôt toi. Oui. Oui, c'est Lui, ça. il travaille plutôt sur quoi? Alors, comme il Alors, travaille... je vais être chiant, juste te rapprocher un petit peu du micro. Oui, Ouais. alors lui, il
travaille plus. Donc, il a fait beaucoup de traductions. Déjà, les traductions des premiers textes qui ont été de ce qu'on appelle les théoriciens décoloniaux en français. C'est lui qui a traduit notamment un certain nombre de textes. Et il est plus dans la partie, par exemple, sur la théorie de la dépendance. C'est plutôt lui. Ouais, plutôt la première partie. Voilà, plus théorique. Et la première partie, c'est plus lui. Mais bon, on a travaillé ensemble. En fait, on a fait le plan ensemble. Et après, on a distribué un peu le travail en fonction de nos préférences, plutôt de ce qu'on avait envie d'écrire. Et puis ensuite, on est revenu sur le texte. On l'a retravaillé, on l'a lissé. De telle sorte, on voulait surtout qu'on ne voit pas. Et vous me direz, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas tellement. Ou si on ne nous connaît pas vraiment, là, tu me dis parce que c'est ton parce que sujet de prédilection, le fait. voilà, Donc c'est pour ça que j'ai deviné que c'était. Mais on voit pas. On voulait pas vraiment voir des chapitres vraiment décousus ou séparés. Et donc c'est un travail vraiment à quatre mains. Bien pour Dieu qui dit excellent bouquin que j'ai presque bouclé. Pour un petit blanc comme moi qui ai fait des études en anthropo, ça remet des choses en perspective. Merci. Toi aussi tu l'as lu, Tariq, t'en as pensé quoi? Toi qui es spécialiste de l'Amérique latine. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé parce que déjà dans la forme et dans la volonté de justement d'introduire aux théories critiques et aux pensées décoloniales, ça offre vraiment une super cartographie des principaux concepts, des principaux auteurs, et surtout ça montre la généalogie des pensées décoloniales. C'est ça qui est intéressant, la première partie c'est consacré à ça, quoi. Justement, ça ne sort pas de rien premièrement, ça s'inscrit dans une longue tradition de pensée critique en Amérique latine qui débute finalement à partir de la colonisation. Penser la résistance, penser une sortie de cet ordre colonial se fait dès les premiers moments. Et puis je trouvais ça aussi hyper important quand même de rappeler, et tu vas sans doute nous en parler, mais certains moments comme le moment 1992 qui constitue donc le 5e centenaire de 1992. Ah oui, oui. Putain. Oui, c'est le 5e centenaire en fait. Et ce qui me paraissait intéressant en fait dans ces théories critiques, c'est vraiment ce lien, cette dialectique entre les pratiques militantes justement, les résistances sur le terrain et l'élaboration des théories décoloniales qui se font notamment en 1992 parce que c'est le 5e centenaire de la découverte, de ce qu'on a appelé la découverte évidemment, qu'il faut absolument déconstruire complètement. Mais c'était important justement en 1992 dans... Oui, 1992 et ces années 90. Bon, il faut savoir que et ça se place dans un contexte particulier. Dès la fin des années 80, il y a quand même des mouvements autochtones, indigènes qui s'organisent. Il y a la CONAE, par exemple, en Équateur, qui est fondée. Les zapatistes, dès 83. Voilà, le mouvement zapatiste exactement, qui commence à vraiment à sortir juste de... Jusque-là, en fait, les autochtones sont plutôt plus parlés que ont droit à la parole. Et dans ces organisations... Oui, il y a plusieurs, dans différents pays, donc au Guatemala, au Mexique, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, il y a ces mouvements qui s'organisent et qui se disent, bon, maintenant, on va entendre, c'est fini le temps de l'indigénisme, c'est-à-dire ces métis qui parlaient pour nous, et là, on veut nous faire entendre. Et dans ces contextes-là, tombe pas tellement du ciel, mais l'Espagne qui vient d'entrer dans l'Union européenne, a des velléités impériales qui ressuscitent facilement chez elle, et se dit, on va commémorer les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Il faut savoir que, en plus, le 12 octobre le 12 octobre est aussi la fête nationale espagnole, et donc dans ce contexte-là, de faire une exposition universelle à Séville, donc vraiment de faire un revival de la colonisation version l'Europe, l'impérialisme. Il était à deux doigts de refaire une reconstitution, vraiment. Et ils voulaient reconstituer. Ah oui, ils voulaient le faire. Ah non, mais ils ont reconstitué le voyage, donc les caravelles qui partaient de Puerto de Palos jusqu'en Atlantique. Non, et en prenant certainement, ils voulaient prendre aussi les autochtones là, voilà, qui les accueillent. Non, et donc dans ce contexte-là, ces mouvements se disent non. Il n'y a pas, là, il n'y a pas moyen 500 ans après qu'on nous refasse. Donc, on arrête ça et pas de découverte. Donc, on a commencé, il n'y a rien à célébrer
Donc c'est une phrase qui est restée jusqu'à aujourd'hui, qui reste. C'est Hein. même plutôt triste, Nada ouais. que celebrar. Non, c'est un génocide, de parler de génocide, de commencer à parler quelque chose qu'on ne disait pas jusque-là. Hein. On n'avait pas pensé et vu qu'en 50 ans, l'espace de 50 ans, le continent américain, qui était quand même le plus peuplé du monde en 1492, avait perdu 90% de la population. 10 habitants, enfin, sur les 10 habitants, 9 ont péri en une cinquantaine d'années. Donc vraiment, c'est une véritable hécatombe et qu'il n'y avait rien à fêter, au contraire, à dénoncer et à être vraiment à visibiliser cela. Donc la théorie décoloniale, elle se constitue, et c'est pour ça que c'est plus juste une théorie critique, c'est anticolonial. Enfin, déjà d'emblée de questionner le colonialisme et le colonialisme comme continuum. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, pour nous, terminé, alors qu'on nous parlait d'indépendance, et 200 ans, enfin 150 ans après les indépendances, on était toujours au même point. Et c'est dans cet espace-là et dans ces mouvements-là que s'inscrit le début de ces recherches où les universitaires, en fait, prennent le pas en même temps de ces mouvements. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le début? Parce que l'habituelle question, c'est il y a eu une décolonialité avant l'émergence du mouvement décolonial. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans je le suppose. livre. Ouais, Ouais, c'est ce que vous théologie faites de dans la le libération, livre. etc. Les Qui est, Ouais, Il y a ouais. des prémices. Oui. Oui. C'est déjà le marxisme. En fait, il y a Oui. un marxisme latino-américain Le très marxisme fort latino-américain. qui s'est imposé dès les années, le début du siècle, d'abord dans la Révolution mexicaine, ensuite dans les différentes révolutions, dans la révolution bien sûr cubaine et toutes les guérillas léninistes, marxistes, Mexique, léninistes, Conga, partout. Mais un marxisme adapté, c'est-à-dire, adapté. D'emblée, ont interprété de façon à la situation locale et notamment à la question rurale, à la question paysanne. De se dire, avant même de penser les indigènes, les autochtones et les natifs, de penser qu'on n'a pas de prolétaires. Le prolétariat n'existe pas. Il n'y a pas de prolétariat en Bolivie, au Pérou. Et on a des paysans. En revanche, on a encore 60% de la population. Et donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il y a le catholicisme. Se dire, 500 ans ou 450 ans après l'invasion, force est de constater que le catholicisme, il fait partie maintenant des références culturelles. Mais il y a aussi, dans ces références, une volonté aussi de prendre ce qui est émancipateur dans ce catholicisme. Et dans ces années-là, notamment, cette sorte de retour aux sources, ou en tout cas de dire que, le Christ, par exemple, c'est un Christ des pauvres, qu'il faut venir à cette base, et que, peut-être aussi, le christianisme est une forme, en mêlant aussi avec le marxisme, de forme de libération plus large des corps et des esprits. Et donc, quelque part aussi, de déconstruire beaucoup les esprits colonisés par le capitalisme. Donc, il y a d'abord aussi beaucoup de critiques anti-impérialiste, parce que aussi, autre point de l'Amérique latine se constitue au XXe siècle comme un espace, un territoire anti-impérialiste, c'est-à-dire qui critique les formes de domination des États-Unis. Il ne faut pas aussi oublier que les États-Unis, c'est au XXe siècle la référence incontestable. Ça, pour nous, c'est évident, mais parfois on oublie, on se dit juste décolonial, l'Espagne, mais il n'y a pas que l'Espagne, il y a aussi les États-Unis, notamment, bien sûr, et bien sûr les autres puissances impériales. Donc tout ça, c'est la base, le terreau de formation, d'organisation de la théorie décoloniale. Donc qui n'est pas parachuté comme ça un jour. Merci Géraldine pour les 20 €. Merci beaucoup. Juste d'où le concept hyper Géraldine. important qui est forgé Merci par beaucoup. Aníbal Quijano, un péruvien, de colonialité, justement pour montrer ces persistances et cette reconfiguration du colonial, du fait colonial. Mais je voulais poser une question, je suis sûr que ça peut faire écho aussi avec Youssef.
un ouvrage dont tu avais parlé un jour qui s'appelle Les Maurices, qui est le racisme d'État Oui. sur l'Espagne. Oui, bien sûr. Et en fait, Lissel, tu parles beaucoup, vous parlez aussi dans l'ouvrage sur la matrice coloniale de la race et sur le concept de pureté de sang Oui. et de la délication. création d'une forme de théorie raciale dans le monde ibérique avant d'être exportée vers les Amériques, et notamment la date fatidique de 1492, qui est non seulement la conquête des Amériques, mais aussi l'expulsion des Juifs et des musulmans. En fait, c'est pour ça qu'on parle plutôt de moment 1492, parce que dans ce début des années 1490, il y a, c'est la fin de la reconquête pour l'Espagne, qui est non pas une reconquête, mais une véritable guerre, une véritable guerre exacte pour les Espagnols. Ils le présentent comme la reconquista, donc la reconquête, mais en fait, c'est une guerre contre les musulmans. C'est la continuité des croisades, et c'est dans la continuité des croisades, et on arrive à ce point, au début des années 1490, à expulser les Juifs et les Arabes, et donc à faire de la péninsule ibérique vraiment un espace purement chrétien, en obligeant d'ailleurs les personnes qui restent à se convertir au christianisme et à leur exiger ces certificats de pureté de sang qui au début sont des documents administratifs, notamment pour les personnes, pour se présenter par exemple à l'université, pour avoir des charges diverses et variées. Il fallait, pour ceux qu'on soupçonne d'être distinguer ceux qui étaient les nouveaux convertis de ce qu'on appelait les vieux chrétiens. Oui, et puis finalement c'est une arme pour juste mettre en question et délégitimer toute personne qu'on considérait un peu rebelle. Et donc cette pureté de sang, elle va s'exporter ailleurs, parce que la reconquête, qui est une conquête, elle ne s'arrête pas, et ça aussi, elle continue. C'est un processus. En fait, les rois qu'on appelle les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, en réalité, en s'alliant, deviennent de plus en plus puissants. Et cette puissance, ils vont l'exporter au-delà de la péninsule ibérique. D'abord, par exemple, en s'installant dans les Canaries. On oublie aussi qu'avant l'Amérique, il y a quand même un génocide dans les Canaries, des populations autochtones, des Guanches, qui sont complètement exterminées, et où on met en place déjà des politiques colonisatrices, véritablement. Et tout cela se passe dès la fin des années 1480. Et ensuite, donc, ce laboratoire des Canaries va être ensuite placé dans les Amériques. Et donc c'est vraiment, c'est pour ça, c'est au moment 1492, c'est pas seulement, et c'est pas comme on le voit dans les manuels, Christophe Colomb qui décide de tout un paradigme qui se met en place, quoi. C'est tout un monde qu'on envahit un autre. Oui, en fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, et vous parlez beaucoup de ça, mais c'est un élément central des théories décoloniales sud-américaines, c'est la notion d'épistémicide. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, les gens, c'est que, et c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'en Amérique du Sud, mais aussi dans tous les pays du Sud et tout, ce qu'ont imposé les Occidentaux, ce n'est pas seulement un modèle économique, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une division du travail, c'est aussi une vision du monde, une vision vraiment des croyances, une vision de voir le monde et même de voir les autres, de représentation, c'est ça. Oui, déjà, c'est le moment di Quijano d'invention de la race. C'est donc à partir de la pureté de sang, de ces conquêtes, de ces invasions, c'est de différencier les populations. Et la première race, c'est celle des Indiens. Enfin, on a normalisé la notion d'Indien, mais Indien, c'est une catégorie raciale. C'est la première catégorie raciale subalternisée à une échelle jamais vue. C'est-à-dire que des peuples... C'est un territoire immense. Oui, c'est un territoire qui est immense, le plus peuplé, 50 millions d'habitants en 1492. Donc c'est toute cette population qui, d'un coup seul, et par le seul fait d'avoir été conquis et envahis par les Européens, vont devenir tous indiens, appelés indiens, à partir de l'erreur de Christophe Colomb, qui n'est jamais réparée. Et on s'en fiche en réalité. On s'en fiche après quand on se rend compte que ce n'est pas les Indes, qu'il n'y a rien à voir avec les Indes. On continue à les appeler indiens. Voilà, indien veut dire coloniser, veut dire les colonisés qui vont de ce fait-là payer un impôt, qui
devront payer pendant toute la période coloniale et après l'installation des premières républiques. On va avoir aussi les travaux forcés, la mita. Ils vont devenir des serfs ou des semi-esclaves ou des presque esclaves. Au début, ce sont vraiment véritablement esclavisés. Donc, il n'y a rien de biologique ou même de culturel. Et on a construit l'idée que s'agissait d'un phénomène culturel, qu'en fait, ils étaient culturellement indiens. Qu'est-ce que ça veut dire On se demande toujours. J'ai entendu dans une vidéo que tu disais qu'il y avait plus de 700 peuples différents. Bien sûr. Sachant qu'on fait, là, même la division Amérique du Sud, Amérique du Nord, elle est aussi interrogée. Là, c'est vraiment tout le continent, quand même, vraiment tout le territoire. Quoi. Déjà, le terme Amérique latine est d'une violence terrible. Et déjà, c'est effacer tout ça, justement. Ces centaines et centaines de peuples différents qui ont des langues différentes, qui n'ont pas des modes de vie. Enfin, les Inuits du Canada n'ont aucun trait en commun avec les Chouars de l'Amazonie. Je veux dire, ils ne vivent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes. Je poser la question un peu naïvement, mais quel mot on doit utiliser? Quel mot? Chacun des peuples a son propre nom. C'est comme on dit, justement, les Catalans, on les appelle Catalans, les Wallons, les Kabyles. Eh bien, il y a des Quechua, des Aymara, des Mayas, des Mapuches, des Charruas, enfin, il y en a presque plus. Des Guarani, très peu aussi, qui sont en train de disparaître. Ils sont kiffants. Voilà, des Chibchas, des Taïnos. Sinon, des fois, ça devient le folklore. Quechua, par exemple, c'est une marque. Quoi. Ah oui, voilà. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Voilà. Aussi, c'est intéressant de montrer parce que alors vous faites donc vous montrez que les théories décoloniales ne viennent pas de nulle part. Alors j'avais une question, mais je vais d'abord poser celle-là. On voit vous parler de toutes les théories sur le développement et tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai aussi appris des trucs là-dessus. J'ai pas appris des trucs que sur les théories décoloniales, mais même sur le développement. Et c'est vrai que même l'idée de pays en développement, où des chercheurs vous montrent, mais en fait, ils seront jamais développés parce que le capitalisme fait qu'il y a des pays développés, il y a des pays en développement, ils le seront toujours. Il y a vraiment des trucs super intéressants sur ça. Est-ce que pour vous, c'est important aussi de revenir là-dessus? Parce que c'est vrai que parfois, les gens se perdent un peu aussi dans les trucs, les post-coloniales, le développement, le tiers-monde, tout ça, tiers-mondisme et tout. Pour vous, c'était important de faire un point Pour nous, c'était important de faire un point de distinction entre ce qu'on voit, surtout parce que en fait, le décolonial peut être appliqué souvent à ce que nous, on connaît plutôt comme théorie postcoloniale. Ouais, c'est vrai. Et que c'est vrai. là, ce que propose la pensée ou les penseurs et penseuses décoloniaux et décoloniales, c'est que, justement, tous nos paradigmes intellectuels sont complètement recentrés. Et cette question du développement, comme des questions aussi comme l'environnement, la culture en général, ça reste quand même, pour certains penseurs postcoloniaux, en fait, pour la théorie, pour être un petit peu schématique, on pourra me dire que non, pas tout le monde, mais globalement, pour les théoriciens et théoriciennes postcoloniaux, il y a une critique, bien sûr, de la modernité et du colonialisme, mais on peut considérer à certains égards, et notamment dans toutes les politiques multiculturelles qui sont appliquées ou installées aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays, c'est qu'on peut décoloniser ces institutions, les institutions des démocraties libérales. On va dire qu'on peut démocratiser les politiques de l'identité, les universités. Il n'y a pas à supprimer l'université. Il faut des quotas. On peut faire en sorte de déconstruire aussi les cursus, les programmes, les bibliographies, la manière d'enseigner, etc. Mais que, en réformant, on peut en quelque sorte... De notre point de vue, les postcoloniaux sont un peu réformistes, alors que les décoloniaux vont se dire non, en fait, c'est l'université qui est le problème. En fait, l'université est coloniale, c'est la matrice, et l'université est coloniale. La question n'est pas de changer, de mettre, parce qu'on va mettre des Mapuches à présenter la télé, et ça va faire... Non, on s'en fiche de ça. C'est voilà. Alors, qu'auraient à proposer les Mapuches plutôt de faire avec la caméra, comment on fait? C'est pas de détruire non plus le cinéma, mais quel cinéma ferait-il? Est-ce qu'il prendrait les caméras? Pourquoi faire ou comment la langue, les questions des langues par exemple, la question culturelle, justement de contrer l'épistémicide qu'on a subi depuis 500 ans. Parce que ce qu'on a critiqué... Épistémicide, c'est...
peut dire c'est un génocide culturel. C'est comment on a des savoirs. Il y a le génocide physique de ces populations qui aujourd'hui de ces peuples, de ces centaines de peuples, beaucoup sont en voie simplement de disparition parce qu'il reste 50, 100 personnes qui, une fois qu'elles seront âgées, décédées, le peuple disparaîtra. Donc ça, c'est le génocide physique, mais c'est aussi un génocide culturel, puisque ces personnes ne vont plus transmettre les langues, les esprits, les cultures, les pratiques, des savoirs tout court. Et donc, la question est, pour les décoloniaux, c'est comment on fait déjà pour bloquer cela et défaire cet épistémicide et ce génocide, comment on contre, on fait, comment on passe. Je voulais juste dire un truc à ce moment-là, c'est que en t'écoutant, il y a eu une expression que j'ai adorée, tu as utilisé l'expression de dissoudre la colonialité. Oui. Non, mais je fais le lien entre ce que tu viens de dire et ça, c'est-à-dire que pour justement stopper ce processus d'épistémicide, il faut dissoudre la colonialité. Absolument, mais c'est pour ça que Mais comment on fait pour dissoudre? Parce que moi, j'aime bien dissoudre, tu vois, mais... Voilà. Je pense que ça va être difficile de te donner un programme. Non, mais on comme peut ça, donner des exemples. Les grandes lignes, quoi. Les grandes lignes. Bonne quantité d'acide. Il y a des exemples de... Mais déjà, concrètement, c'est qu'on protège... Enfin, je veux dire, nous, notre responsabilité du Nord global, c'est déjà d'éviter... On protège, parce que là, on aime bien... Greenpeace, on va protéger les derniers phoques qui restent, je sais pas, j'ai dit les koalas ou j'en sais rien, mais on a des peuples, des êtres humains qui sont juste en train de disparaître. Bon, déjà, par exemple, on peut poser cela. La question de voir aussi les savoirs qu'on ne considère pas, qu'on déconsidère. Encore une fois, autre exemple, c'est par exemple, pour moi, clairement, la médecine. On vient de traverser une période de pandémie. On a juste dit, les autochtones en général, de tout, partout, les peuples autochtones du monde, ils sont plus touchés par la pandémie. On ne s'est jamais posé la question de comment ils ont résolu leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils avaient à proposer? En termes de santé, comment ils envisagent la santé? Enfin, leur savoir, on s'en fout. On s'en fiche et on leur dit non, il faut envoyer, il faut faire, on va envoyer encore une fois des médecins. Enfin, bon, voilà, concrètement, c'est comment... En plus, ce qui est important, c'est que ça ne signifie pas du tout de rejeter ou d'abattre toutes les formes de connaissances, de savoir qui sont créées aussi chez nous. Mais c'est justement qu'on finisse d'imposer nos savoirs, nos connaissances et notre mode de représentation du monde à d'autres peuples qui n'ont pas les mêmes réalités géographiques, culturelles, etc. Mais c'est ça qui est important parce que, alors déjà, il y a quelqu'un qui demande comment ça se fait qu'elle parle un si bon français. C'est parce que Lisa, elle est trop forte. Mais c'est vrai que tu n'as pas d'accent du tout, c'est impressionnant. Et donc, pour revenir sur... c'est un peu gênant comme remarque. Bah non, mais moi, ça t'a gêné, Lisa? Non, mais on pourrait la poser à tout. Je parle du... lui, non, mais je pense qu'il est maladroit sur ça. Je pense qu'il est maladroit, mais il est impressionné par la maîtrise, du français, qui est incroyable. Mais moi, ce que je voulais souligner, c'est, comme tu as dit, c'est l'imposition des savoirs. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites dans le truc, c'est on est incapable dans l'Occident d'accepter d'avoir d'autres réalités à côté. Et c'est d'ailleurs la critique sur l'universalisme. L'universalisme qui est en fait l'imposition de ta vision du monde, de ton paradigme aux autres. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a l'idée de pluriversalisme, de tout ça. D'interculturalité. Oui, c'est ça. Alors, parce que derrière l'universalisme, il y a juste une volonté de domination. Enfin, c'est ce qui sert, c'est l'argument qui légitime la domination. C'est parce qu'il faut l'imposer partout. Et on sait très bien qu'en imposant une langue, qu'en imposant des cultures, qu'en imposant des modes de vie, on détruit en fait ces populations. Combien, alors par exemple, je travaille sur la maternité, mais l'imposition par exemple de la position allongée à l'accouchement, on en avait parlé à la précédente émission, eh bien ça ne fait que du mal où souffrir les femmes, que séparer les bébés des mamans, ça va aussi les fragiliser. Donc on impose sous couvert de modernité
et d'universalisme. Ah, c'est ça. Excuse-moi, je te coupe parce que oui, c'est ça, c'est le concert de casserole contre Macron. Je suis désolé. Ah oui. Vas-y, sur la maternité. Non, et on C'est voit. latino-américain. Vas-y. Non, parce que par exemple, on voit comme quelque chose de positif. Ah, mais les écoles, il faut construire encore plus d'écoles dans toute l'Amérique latine. Sauf que, par exemple, avec les écoles, on a aussi imposé le castillan, l'espagnol donc de Castille, comme la seule langue. Et en même temps, par la même occasion, on a ainsi détruit et fait oublier les autres langues et qu'on ne pourra pas récupérer. Alors, on nous dit que tout le monde tape dehors. Donc, on va C'est taper. très bien, continuez. Tu voulais participer vite fait? Vas-y, participe. Ça. Stop! Et ça, c'est horrible, c'est horrible. Ah ouais, stop. Non, pour continuer sur votre livre, vous traversez plusieurs figures. Il y a Maria Tegui, il y a Mignolo, il y a Doucel. Est-ce que toi, tu aurais une figure favorite? Est-ce que tu as quelqu'un pour lequel tu as plus... Bien évidemment, Aníbal Quijano. Je peux pas. C'est vraiment. Je me sens très. Enfin, je m'identifie à sa démarche, à son parcours. Alors lui, c'est un Péruvien. Alors il est métis, ce qu'on dirait, c'est-à-dire qu'il il parle pas de langue autochtone, mais il est quand même. Alors c'est un métis cholo, c'est-à-dire que physiquement aussi, on le perçoit pas comme un blanc. Même si il n'est pas non plus un autochtone. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est engagé très, très tôt dans tout le mouvement social. C'est un penseur marxiste, c'est un chercheur qui a d'abord été convaincu et un activiste du marxisme péruvien. Et il a commencé à enseigner dans l'université nationale publique de Lima, et puis ensuite il s'est retrouvé aux États-Unis avec Wallerstein et a pensé la question du système monde, du capitalisme global, de la globalisation du capitalisme, et c'est là où il voit avec son expérience du Pérou, il se dit mais en fait le capitalisme et la race vont ensemble. Et je pense, ça me paraît vraiment... c'est pas que l'analyse est géniale, c'est que je m'identifie encore une fois en me disant, mais moi, c'était pareil, en fait, de me dire, la pauvreté, oui, on est pauvre, mais on n'est pas que pauvre, on se reconnaît parce que racialement, en fait, on est ces descendants d'autochtones, on est ces cholos, ou ces cholos pour nous, c'est les subalternes, vraiment ceux qui, ce que Galeano dit, los nadies, c'est-à-dire les personnes, ce qu'on considère comme des moins que rien. Voilà. Tu voulais dire, Youssef? Oui, je voulais dire, c'est d'ailleurs le principal en ce qui nous concerne, nous, en France, c'est le principal apport, je veux dire, que la race et la classe, puisqu'on est aussi dans un pays qui nie jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, on est très en retard en France, très très en retard, puisqu'il y a un déni total de la race. Ça n'existe pas. On a même effacé de la Constitution pour régler le racisme. Cacher cette phrase que je ne saurais pas. Les racistes ont été, mais on va faire comment? Il n'y a plus le mot race, quoi. C'est comme ça qu'on fait en France. Alors, il y a toujours, par contre, des associations antiracistes qui touchent beaucoup d'argent, qui servent à rien, comme SOS, disons-le, et qui touchent beaucoup d'argent. Par contre, comment la race n'existe pas. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en ce qui nous concerne... En fait, ils sont subventionnés pour combattre un phénomène qui n'existe pas. Voilà, exactement, pour combattre des fantômes, mais l'argent, il est bien réel, il n'est pas fantomatique. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comme pour les fonds Marianne. Exactement. Et ce que je veux dire, c'est que c'était le principal apport, et du coup, on rend vibrant hommage à toutes ces théories décoloniales latino-américaines, puisque nous, c'est notre rencontre en ce qui nous concerne avec Ramon Grossfogel qui a permis de racoler à ça. Et je peux dire une chose, c'est qu'on nous regarde avec des yeux comme ça, parce que les principales critiques sont venues de la gauche. Et c'est ça, justement, la gauche européenne n'a pas forcément fonctionné comme la gauche latino-américaine, où il y a eu une acceptation quand même, il y a eu des choses. Mais en France, on est encore dans le déni. C'est important de le dire, c'est pour ça que ce bouquin est salutaire. Et surtout, avec ce que tu dis est tout à fait exact, cette énorme confusion
avec anticolonial, etc. Et on vit dans cette confusion où aujourd'hui en France, n'importe qui va dire décolonial à toutes les sauces, comme on Pour disait. tout et Hein, n'importe quoi. pour tout et n'importe quoi. Et sans bien comprendre ce que c'est, parce qu'on pense que c'est un mot à la mode, ou que ce sont des théories qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas du tout importées d'Amérique latine, mais des États-Unis. Généralement, on dit que ça vient des États-Unis, hein, parce que comme Oui, toutes mais tout les vient nouveautés, On etc. pense pas en Amérique latine. Oui, on ne pense pas en Amérique latine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aussi le côté dynamique de ces théories. C'est-à-dire autant du côté de la praxis et de la théorie, vous montrez beaucoup comment c'est lié autant aux luttes du bas, entre guillemets, je dis le bas pour des gens qui luttent et qui a un lien avec les théoriciens, mais aussi dynamique dans le sens où il y a des échanges. Où il y a eu des échanges, on a vu au Civic Land, les théories post-coloniales en Inde et tout, qui ont une grosse influence. Mais aussi qui est en train qui est dynamique dans le sens où ça s'actualise encore aujourd'hui. Il y a des critiques de la critique. Je parle dans le micro. Là, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si je dois répéter. Et donc, je te disais que c'était dynamique dans le sens où le lien entre la pratique et la théorie, les militants et ceux qui font la théorie, mais aussi dans le terme de l'échange, c'est-à-dire avec les chercheurs, j'ai cité les chercheurs indiens et tout, mais avec plein de chercheurs un peu partout dans le monde, et aussi comment ça s'actualise. Par exemple, là, on a la colonialité du pouvoir, mais tu montres, c'est Lugonès, non, qui parle de la colonialité du genre et tout. Donc, il y a vraiment une actualisation. Et il y a aussi, c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites, c'est que les théories doivent être adaptées au contexte, c'est-à-dire que Pour se situer. voilà, Bien, c'est situé. oui. C'est-à-dire, Ah oui, cette théorie décoloniale de cette manière-là ne pouvait naître qu'en Amérique du Sud. Et il faut voir aussi comment ça va nourrir des pensées, que ce soit en Afrique, en Europe, en Inde et tout. Dans le monde arabe Ce qui aussi. est très beau justement, c'est un terme que je chéris beaucoup, c'est le terme de circulation. Beaucoup de circulation des concepts. Ouais. Et, par exemple, la question de la zone du non-être, qui vient beaucoup de Oui. Frantz Fanon, Oui. qui est aussi repris par les décoloniaux, mais Oui. justement pour penser la brutale colonisation. Le being et non le being, ouais. Et là, plus largement, en fait, ce qui m'intéresse ou ce qui me paraît un apport des théories décoloniales, c'est que à la fois, alors, elles peuvent être globales, c'est-à-dire dans le sens, mais pas comme à remplacer l'épistémologie occidentale, et donc on va imposer maintenant partout le décolonial. C'est que on peut l'appliquer ailleurs avec des particularités complètes. Moi, par exemple, ça m'intéresse beaucoup dans la question, quand on parle de tribalisme, par exemple, d'ethnie en Afrique noire, par exemple, moi, j'entends race, en fait. Je vois beaucoup aussi comment le concept de colonialité, alors à définir différemment, bien entendu, enfin, race, est-ce que ça... Je me pose la question, et j'ai l'hypothèse, j'aimais pour certains espaces, que la colonisation a créé, alors sous couvert de dire oui, en fait, ce sont des ethnies différentes, quelque part, quelque chose qui a à voir avec la colonialité. Bon, et donc ça m'intéresse par exemple beaucoup, le dialogue, la recherche avec des chercheurs et des chercheuses africains, et donc par exemple pour essayer de clarifier, enfin en tout cas donner de nouvelles perspectives. Et puis, et en même temps, de se dire que la question de la colonialité, de la décolonialité, alors c'est pas non plus, nous on n'est pas à donner, attribuer qui a le droit de dire, et tout le monde s'en empare et on peut changer les mots, se ressemantisent, donc ils vont avoir de nouvelles significations, des nouvelles définitions, mais que aussi ici, la colonialité, elle s'applique. Et la question, par exemple, souvent, on parle que du Nord et du Sud, et par exemple, les notions de Nord global et de Sud global sont intéressantes, y compris chez nous, parce que, enfin, je veux dire, dans les territoires apparemment, ou qu'on appelait avant développés, parce que dans ces espaces, dans les espaces comme la France, l'Europe en général, on est bien sûr dans le nord géographique, mais on a aussi des suds globaux, c'est-à-dire des territoires, et là on est bien placé chez vous pour en parler, de se dire qu'on a des territoires qui sont complètement délaissés et qui sont vraiment des suds, pourtant dans un nord géographique. Et qu'à l'inverse... C'est les territoires perdus de la République. Exactement. Le sud du Nord. Mais
qui est c'est les favelas, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a le côté global, c'est que il y a beaucoup de points communs sur la colonisation et sur la manière dont l'Occident a posé sa vision du monde partout dans le monde. Donc il y a ça qu'on partage en commun, mais qu'il y a quand même des particularités avec lesquelles il ne suffit pas. Parce que nous, on nous critique en nous disant, en gros, on ne fait pas un copier-coller des théories sud-américaines. Mais heureusement, parce qu'il y a des trucs qui sont qui ne sont pas adaptés. Il y a une question tout simple, c'est que en Amérique du Sud, il y a beaucoup la question du christianisme, mais dans notre cas, il y a la question de l'islam. Et je veux dire, les théories sud-américaines n'ont pas parlé de la question de l'islam, mais parce que ça ne concernait pas le contexte, ça aurait aucun sens. C'est beaucoup plus. C'est pas un système clé en main. C'est une pensée. C'est un système de pensée. Et disons, on fait un peu ce que les décoloniaux ont pu faire avec le marxisme justement, c'est de prendre des outils, des instruments pour comprendre la réalité, pour la transformer, mais tout en l'adaptant aussi à des réalités qui sont encore une fois différentes. Ouais. Et je veux dire, on a suffisamment critiqué les classes dominantes latino-américaines, même des fois une partie de la gauche, de copier les modèles européens pour nous-mêmes aussi copier des modèles ou en tout cas des manières de faire en Amérique latine qui n'auraient rien à voir avec nos réalités à nous. Voilà, ce sont des outils qui nous servent à mieux comprendre, par exemple la question de la race. Moi, l'exemple que je donne souvent même pour les latino-américains, c'est-à-dire que la question, effectivement, christianisme, islam, se pose complètement différemment parce que l'histoire coloniale est différente, enfin les histoires coloniales sont différentes, et que donc, par exemple, ce qu'on appellerait un arabe de France arrive en Amérique latine et il est un blanc. J'étais un blanc. J'étais un blanc, moi, là-bas. Un blanc, c'est-à-dire, voilà, exactement. Ça fait du bien, hein. C'est reposant. Parce que ça ne se pose pas, parce que la question de l'islam en Amérique latine ne se pose pas. Donc, du coup, c'est une autre catégorie. Et qu'à l'inverse, on peut avoir aussi des blancs latino-américains qui arrivent et qui font l'expérience, arrivent en Europe et qui se trouvent racialisés ou racisés, partiellement, et qu'ils découvrent aussi être passés de l'autre côté. Donc, comment la question de la race est une question dynamique, elle n'est pas figée, la même personne peut se retrouver selon des contextes. Bon, ça, par exemple, c'est aussi l'intérêt de ces... je repense toujours à cette expérience de Che Guevara, justement. Qui ignorait la race, qui ignorait, parce que c'était un marxiste classique, révolutionnaire, formidable, ardent, merveilleux, et c'est un grand martyr, hein, mais c'est quand même, ça a été un impensé. Comment ? Un impensé chez lui. Mais c'était aussi l'objet de sa défaite. Je veux dire, j'avais vu des reportages comme ça sur les villages indiens de Bolivie, là, dans le Falcón, dans la région de Falcón, je sais plus, où il a été capturé, et on interviewait donc des Indiens en disant mais comment se fait-il que vous n'ayez pas soutenu Che Guevara ? Je veux dire, c'était quand même le révolutionnaire qui arrivait, là, quand même. C'est pour vous, il regardait comme ça, mais c'était qui ? Pour nous, c'était un gringo. Enfin, un gringo, je ne sais pas s'ils disent aussi gringo là-bas, mais c'était un blanc. C'était un blanc. C'est-à-dire que Che Guevara n'avait personne avec lui qui parlait les langues indiennes, même simplement. Donc ça a été complètement... parce que souvent, on a reproché aux Boliviens de ne pas avoir suivi... mais voilà, donc je dis ça parce que pour tout marxiste qu'il fut, et ardent et courageux et tout, voilà, cette question de la race était un impensé pour les marxistes de l'époque. Oui, un impensé parce qu'ils étaient surtout des blancs. Des blancs. En fait. C'était tous des blancs, bien sûr. C'était tous des blancs, mais la révolution cubaine, c'est que des blancs qui la font. Et pour le Che... c'était non seulement un impensé, mais lui, par exemple, quand il fait son voyage, ses traversées, avant même les révolutions, en fait, il va voir les Indiens, les découvrir comme on découvre un petit peu de manière paternaliste au mieux. Je ne sais pas, j'étais pas là et j'espère que... le voyage en moto, là. Voilà, les voyages, les diarios des motocyclettes, même si c'est là que naît sa conscience sociale aussi. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même... Je vais voir ce que c'est. C'est un médecin blanc. Il ne se sent pas du tout. Il découvre, il dit, c'est une partie de l'Amérique latine que je ne connais pas et pour laquelle quand même il se sent, parce qu'il sait sa classe, il se sent supérieur aussi, sa race et les médecins, et donc il arrive, il voit des mineurs au Chili, autochtones et pauvres, et donc il peut pas se sentir, il n'y a pas cette identification c'est pour ça que les Boliviens ne vont pas s'identifier non plus avec quelqu'un qui se sent différent. Alors, il y avait une question d'un auditeur, mais je ne l'ai plus, qui demandait s'il y avait des échanges avec
théorie Merci à développementaliste sur le développement africain. Et il parlait d'un nom, alors ça y était pas, Oui. mais on a un peu répondu à ça. Il y a des échanges qui Ben se oui, font avec Mais je pense qu'au moment de Samir la. Amin, par exemple. oui. Samir Amin, Ça, oui. je pensais Mais je complètement. pense qu'il pense pas direct à Samir Amin Oui. quand on parle d'Africains. Ah, ok. Je pense. Mais oui, dans les Oui. faits, Samir Amin, oui. Mais dans les faits, la théorie de la dépendance, donc dans ces années, enfin c'est en plein dans la guerre froide, il y a vraiment un moment dans les années 70-80 où on pense le tiers-monde, mais Ouais. vraiment l'Amérique latine Oui. se dit, enfin oui, on est un tiers-monde, donc on a plein de choses à se dire avec l'Afrique et l'Asie. L'Afrique continentale. Oui, Ouais. non, Ah, À vraiment. cette époque-là. Enfin, je pense que Ouais. et même les blancs, enfin je veux dire, on se dit Ah oui, tiers-mondistes avant d'être. Mais justement, je pense qu'il y a plusieurs. Moi, c'est vraiment ce qui m'a animé dans ce livre-là, c'est c'est toute une représentation du monde, toute une représentation d'histoire, et c'est pour ça que vraiment j'invite les gens à le lire. C'est toute une représentation de l'histoire du monde qu'on nous a enseigné et qui nous paraît complètement naturelle, qui s'effondre totalement. Notamment sur la question de la modernité, qui est souvent vue, et donc c'est aussi une théorie d'Enrique Dussel, d'une modernité intra-européenne qui aurait été sécrétée en Europe, et l'Europe qui se présente au monde comme supérieure de par la grandeur de sa culture, de sa technique, de sa science, etc. Et en fait, ce que vous montrez justement dans le livre, c'est que il y a modernité, et la modernité est intrinsèquement liée à la question de la colonisation. Et que l'Europe, finalement, n'était rien par rapport à d'autres contrées du monde qui, sur plein d'autres aspects, étaient beaucoup plus évoluées que l'Europe. Et que l'Europe, justement, s'est érigée comme le centre du monde en dominant et en écrasant les autres. Oui, c'est ce que dit Kekhan. La colonialité est la face obscure de la modernité. Oui. Et, donc, et que cette modernité, alors aussi, autre point, c'est que souvent, en histoire par exemple, on enseigne que la modernité, ça débute au XVIIIe siècle, La les Révolution Lumières, française. la Révolution française, les Lumières surtout. Ouais. Alors que, on va décentrer parce que depuis la perspective de l'Amérique latine, c'est le moment 1492 qui est le moment de naissance, d'apparition de la modernité et de la colonialité aussi. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Juste- Une dernière, vas-y. Oui, juste Vas-y. pour dire que dans le monde arabe aussi, il y a eu des tentatives. Enfin, Edouard Saïd aussi. Vas-y, Samir. C'est Ouais. aussi avec l'orientalisme, et il y a aussi des prémices de cela, et d'autant plus que le monde arabe, mais malheureusement, ça n'a pas encore été suivi des faits. Hein, mis à D'ailleurs, part, ça en parle. Il y a aussi des échanges avec Walter Mignolo, parce que Ouais. il y a aussi. Alors, on parlait de l'échange de l'idée tout vient d'Amérique, mais il y a quand même tout vient des États-Unis, pardon. Tout vient des États-Unis, mais il y a quand même eu le fait que, notamment aussi du fait des dictatures qui ont été imposées par les États-Unis en Amérique du Sud, qu'il y a quand même des chercheurs qui se sont retrouvés beaucoup au Mexique et certains aux États-Unis. Bah, Oui. Dussel, par exemple. Ouais, Dussel, Grossfogel qui Oui. était. Enfin, Non, mais Grosso-Gel en est déjà fait, de là-bas. Non, oui, il est Il est portoricain. Ouais. Portoricain. portoricain. Une affirmation et une question. Déjà, une affirmation, c'est que je trouve que c'est très clair. Le discours de Lissel, il est très. Moi, je lis très peu, donc des fois, il y a C'est le des. même en écrit. Voilà. Et, Non, mais c'est vrai, hein. ben, c'est la question que je voulais poser justement. Est-ce que c'est accessible à lire? Et franchement, merci parce que c'était. C'est des moments où on sent qu'on s'élève, tu vois. Et, C'est beau. non, mais vraiment, pour moi, c'est important de dire ça. Et la question que je voulais poser, c'était par rapport à Amérique latine, parce que pareil, dans l'échange que j'ai vu sur YouTube, tu parles du fait que le terme Amérique et le terme latine, les deux termes ensemble sont problématiques d'un point de vue décolonial, qu'on utilise ça pour des raisons que tu expliques dans la vidéo et tout, et que tu proposes, j'ai pas très bien compris le mot que tu avais. Ah oui, mais c'est pas à toi, c'est Abiyala. vraiment C'est c'est pas tous les moi. Enfin, chercheurs. non, Voilà. tu Oui. l'énonces quoi en tout cas. Moi ma question c'était est-ce que justement, parce que ça me semble quand même être quelque chose de très important justement dans la déconstruction, est-ce que c'est des choses qui sont avancées dans la démarche justement de faire disparaître les termes comme par exemple Amérique latine, ou est-ce que ça reste anecdotique? Alors en Amérique latine, de plus en plus, on emploie Ouais. le terme d'Abiyala. Enfin, en tout Abiyala? cas, oui, on Abiyala, dira ça forcément. maintenant. Et moi, je trouve que vraiment, ça règle beaucoup de problèmes. Déjà, le premier, c'est que Amérique, on dit Amérique latine déjà pour nous
pour distinguer De l'Amérique des du Nord, États-Unis. ouais. Des États-Unis, Oui. parce que C'est vrai l'Amérique que du tu Nord, mets le des Mexique dans États-Unis. l'Amérique latine. Et le Canada, Bah oui. on n'en pense pas. Enfin, Amérique, c'est On les s'en fout du États-Unis. Canada, Oui, c'est tout le monde s'en clair. fiche du Canada. On a Donc, oublié qu'ils étaient là, eux. et Latine efface Poutine. complètement le fait qu'il y a des centaines et centaines encore, heureusement, et espérons pour longtemps, des peuples qui ne sont Ah, pas mais c'est pas latins ni latin. chrétiens. D'accord. Et Les chrétiens. qui sont ni latins, enfin qui sont pas latins, qui sont juste voilà d'autres peuples et qui ne veulent pas du tout être rattachés, ça efface Ah. complètement. Donc voilà que les États-Unis gardent, qui restent avec Amérique, moi ça me va très bien. États-Unis Amérique. d'Amérique. En plus, comme ça, on nous Comme reprendra ça, pas et en voilà. disant Et l'Amérique. Abiyala, c'est le Abia- continent, surtout que ça désigne Abiyala, tout le Abiyala. continent. Abiyala. Et je trouve Parce que c'est un Abiyala. prénom en plus. Abiyala, et Amérique, bon, ça c'est un veut prénom, dire en fait. terre en pleine Amérique, c'est maturité, ça veut dire terre riche. Bon, voilà, ça me convient très bien. C'est comment Comme le l'orthographe Burkina Personnellement. Faso, quoi. Le C'est pays des hommes intègres. Abayala, Rien à c'est voir. A-B-A-L-Y-A, non Non, Abiyala. A-B-Y-A. Abia- Abiala. A-B-Y-A, et plus loin, Yala. Y-A-L-A. Ah, voilà, ouais. c'est écrit rond. Abiyala. Abiyala. Merci, Abiyala. Par merci exemple, beaucoup. faut arrêter de dire, quand on parle des États-Unis, les Américains. Il faut dire les États-Unis. Oui, déjà. Déjà. Par exemple. Déjà. Non, Oui, mais maintenant, on c'est s'en fout. comme ça. Américain, c'est. Oui, voilà, ça réglerait, mais, Ah il oui, faudrait, voilà. Non, mais il les faudrait- Américains y allaient. mais il Alors- faudrait que tout le monde Ou les fils d'Ab. l'adopte. quoi. Ou les Ouais, fils d'Ab, ouais, c'est ouais, pas ouais. aussi. Les Alors- impérialistes. Les fils d'Ab, c'est bien. hein. Ouais. Donc, voilà, Pensée décoloniale de Philippe Collin et Lissel Quiros. Non, Quiros. Une introduction aux théories critiques latines, éditée chez Zone. Foncez l'acheter. La Oui. zone. Ah oui, foncez l'acheter, surtout si vous avez envie d'en apprendre plus sur les théories décoloniales, mais Une aussi rencontre sur jeudi plein d'autres choses. Ouais. que j'aurai le Pour plaisir ça. d'animer donc avec Oui. Lissel. Ah, et c'est pour Philippe ça, tu Collin. m'en as Boulard, parlé. Boulard. D'accord. Boulard. D'accord, il Voilà. m'a tout à l'heure, il m'a juste Boulard, dit. Boulard. Tout à l'heure, il m'a Ouais, juste dit, il me raconte et en fait, c'est qu'il l'anime. Ok. Ok. Sur hors série. Non, rien à Non, voir. hors série, c'est déjà sorti. T'as fait un C'est C'est entretien ses avec petits moi. bails perso. Non, c'est à la médiathèque médiathèque. Françoise Sagan, donc à côté de la gare de l'Est, jeudi à 19h. Donc si ça intéresse, il y aura un échange avec le public, enfin voilà quoi. Il y aura que toi ou il y aura aussi Philippe Il y aura Philippe et Bérard. Philippe sera C'est où là. tu peux D'accord. redire le lieu s'appelle Philippe, La hein. médiathèque Y a pas de Françoise souci. Sagan, à côté de la gare de l'Est, À D'accord. côté. 10e. Et ça, c'est jeudi. Jeudi, à 19h. 19h. De toute façon, on va Écoutez, publier. avant de terminer, on va finir. Est-ce que tu restes Bah, avec merci, nous pour hein. la chronique? On va finir avec. Merci. Hein. On va Bravo, continuer. franchement, bravo. Merci. On peut l'applaudir déjà. On va Ouais, l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous. pour la C'est salutaire. C'est validé. C'est validé. Ah, C'est de lui qui ouf. valide. C'est De validé. ouf. Ah, C'est, j'ai validé de ouf. On va continuer en parlant de livres et on va parler d'un sujet, le sujet Cabron. préféré des éditorialistes de CNews, de BFM, de l'ECI, le sujet préféré aussi des fachos, le sujet aussi préféré de la droite, le sujet préféré de la gauche blanche, enfin le sujet préféré des blancs, les musulmans. Et on va parler d'un sujet plus spécial, celui du salafisme. Est-ce qu'il existe un sujet aussi discuté, mais discuté de manière n'importe nawak que le salafisme? Je ne crois pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous conseiller une lecture, celle-ci. Qu'est-ce que le salafisme de Azmi Bishara? Je crois que tu connais Azmi Bishara. Oui, je connais Azmi Bishara. Enfin, je connais. J'ai rencontré une fois ou deux. Hein, mais on avait Alors fait un meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis il y a longtemps. Le pire, hein, partisans de la République, et il y avait Azmi Bishara qui était là, Ouais. effectivement. Et je connais aussi son frère, parce que c'est avec le frère Je lui pose pas de questions Bah la non, prochaine faut fois. pas. Faut pas. Et Il confirme. c'est le frère de Azmi, Marwan Bishara. C'est avec lui qu'on avait monté l'émission civile en Palestine, justement en 2000. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que le salafisme? Comment faire pour comprendre? Parce que tout le monde en parle, mais j'arrive pas trop à comprendre. En plus, ça a l'air de faire peur. Eh ben, vous lisez ce livre. Déjà, la couverture, moi, je la trouve superbe. Ouais, Je vais vous ouais. dire, c'est un détail, hein. C'est un détail, mais je la trouve super. On En dirait plus, des... C'est quoi, c'est des arabesques? ouais, c'est non, c'est Enfin, c'est des écritures. C'est d'arabe. Ouais, c'est une C'est écriture d'arabe. en arabe. Alors, on va nous dire c'est superficiel. C'est effectivement superficiel, mais mine de rien, ça joue en fait sur l'attirance d'un livre et tout. Et en plus, c'est classe. C'est-à-dire que si vous voulez faire peur aux gens, vous allez dans le métro et vous le lisez comme ça. Voilà, vous êtes là. Ah, c'est Le salafisme frère. pour les nuls. Voilà, je vais le dire exactement. Le salafisme pour les Vraiment, ça, effet garanti. Avec ta barbe là, alors toi. Ah oui, non mais. Mais en tout cas, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu pour l'instant sur le phénomène qu'on appellerait le salafisme. Et pourquoi? Déjà parce que Azmi Bishara, il présente deux avantages. Le premier, c'est d'être un Palestinien avec une grande culture islamique. Il connaît beaucoup de textes islamiques et tout, donc il a quand même une base de données pour analyser le mouvement. Il n'est pas musulman en Mais plus.
aussi, il n'est pas musulman. Il est chrétien. Il est chrétien, mais vraiment, il a un savoir de ouf. Oui, bien sûr. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il a une formation marxiste. Il faut savoir qu'il a fait sa thèse sur le Capital. Donc, il a vraiment une analyse matérialiste carrée. Ah, je suis bien, non. Il a vraiment une analyse matérialiste carrée. Ce qui lui permet d'avoir une analyse qui est très éloignée des lectures orientalistes qu'on connaît sur le sujet. Et on prend par exemple des cas, les trois chevaliers de l'Apocalypse, dont normalement ils sont 4, mais là j'en dis 3, Keppel, Micheron et Rouget, qui sont vraiment les 3 personnes qu'il faut absolument pas lire sur le sujet, qui sont dans une lecture totalement culturaliste, qui essayent d'expliquer les faits sociaux simplement par la lecture du Coran, c'est-à-dire que voilà leur interprétation du Coran. Ouais, oui, et leur interprétation du Coran, c'est-à-dire que la conduite des musulmans et même des sociétés lu, en plus, arabes sont, je veux dire, tu lis le Coran et tu comprends en fait dans leur tête. C'est écrit dans le Coran, ils veulent tous. On dirait Jean Dujardin dans un feuille, comment le Caire ni d'espion. Hein. Ouais. Et donc, Azmi Bishara s'éloigne de ça. Donc, comme j'ai dit, il a une érudition sur les textes islamiques qui aide énormément pour vraiment comprendre le phénomène. Notons d'ailleurs qu'il est, lui, très critique sur les islamologues. Il les accuse, en fait, de ne pas vraiment comprendre les textes islamiques ou alors de ne pas avoir une culture très riche de tous les textes islamiques qui existent. Mais il montre aussi que son érudition islamique ne suffit pas à comprendre vraiment ce que c'est le salafisme et que pour comprendre ce que c'est le salafisme, il faut avoir une étude des contextes socio-économiques et politiques dans lesquels ils s'inscrivent. Donc, dans une première partie, il s'attarde d'abord à définir ce que c'est le salafisme. C'est une partie qui est un peu compliquée. Je ne vais pas le cacher parce qu'en fait, il y a plein de références. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude des noms arabes et tout, on se perd vite en fait dans les noms arabes, dans les références, dans les textes et tout. Mais je vois pas comment il pouvait faire plus simple parce que c'est vraiment une grande recherche qu'il a fait. Et il montre en fait la diversité qu'il y a derrière le terme salafisme. Et aussi, c'est important parce que c'est devenu un mot valise en fait. Les gens parlent de salafisme, voilà. C'est un mot valise pour faire peur. En et donc, c'est l'islamiste djihadiste méchant qui voilà, veut nous faire du mal, quoi. Ouais, en fait, quand les gens entendent salafisme, ils entendent terrorisme, ils entendent Daesh, ils entendent radicalisation. Donc, il remet les choses en place. Et pour lui, il y a une chose qu'on pourrait qu'on pourrait mobiliser pour essayer de rassembler tout ce qui concerne le salafisme, c'est l'idée de s'en référer aux pieux prédécesseurs. Voilà. On pourrait définir le salafisme. C'est le respect des anciens. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment de revenir aux textes anciens, de s'en référer à pas seulement le prophète, mais aussi tous les compagnons et tout, et de revenir en fait à l'islam des origines. Mais il montre que même ça, en fait, ça n'explique pas grand-chose parce que à partir de l'idée de s'en référer aux pieux prédécesseurs, il y a plein d'interprétations qui peuvent être faites. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de s'en référer à eux ? C'est-à-dire de reprendre leur logique ou alors d'appliquer, de faire du copier-coller. Donc il y a vraiment eu plein de débats sur ça. Et il montre qu'il y a eu plein d'interprétations. Ça allait du salafisme réformiste qui veut s'adapter aux démocraties, qui utilise les élections pour accéder au pouvoir, au salafisme djihadiste violent. Donc, on voit là qu'ils rompt avec une lecture essentialiste et anhistorique du salafisme, mais aussi de tout le mouvement islamiste, parce que c'est pas seulement le salafisme qui souffre de cette interprétation, c'est tout l'islamisme. Et nous, on a fait plusieurs fois des critiques sur ça, sur le terme islamiste, comment c'est mobilisé de manière n'importe nawak pour dire n'importe quoi. Ça te fait rire le mot n'importe nawak. Voilà, il y a juste à voir par exemple sur la société d'Arabie Saoudite où on croit que on lit le Coran et on explique les évolutions qui a cours en Arabie Saoudite. Donc c'est un réflexe raciste, voilà, de s'en référer au Coran, qui en plus ne permet pas d'avoir une bonne analyse de ce que c'est l'islamisme et le salafisme, et de ne pas comprendre aussi toutes les dissensions qui peuvent exister en interne, parce qu'on parle de salafisme, d'islamisme, comme si c'était un mouvement homogène, mais c'est pas le cas. Et en fait, les gens ne comprennent pas les dissensions qu'il peut y avoir, et même les conflits, notamment... entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar et l'Arabie Saoudite. Qui est réfugié au Qatar, d'ailleurs, qui a fui. Il était député donc, en Palestine de 48, et il a dû fuir parce qu'on lui a mis une histoire de terrorisme sur le dos, donc il est réfugié donc, au Qatar. Ouais, c'est ça. Et donc, déjà, même les frères musulmans, beaucoup parlent des frères musulmans, mais même entre les frères musulmans de différents pays, il y a des conflits et tout. Mais prenons les exemples les plus extrêmes. Daesh et Al-Qaïda ne sont pas en bon terme.
Voilà, ouais, avec les talibans et tout. Donc on ne comprend rien à ça si on se limite à dire salafisme, islamisme et tout. Alors ça, il y aura peut-être un entretien que je vais faire avec Éric Marlière qui a écrit un livre sur le sujet et qui montre comment c'est très difficile en fait d'avoir une bonne définition de ce que c'est. Lui proposerait le terme takfirisme, mais on en parlera avec lui pour essayer de... Ça, c'est vraiment un gros débat Je peux des te poser une sciences. question maintenant Ouais, vas-y. Non, justement, parce que j'entendais beaucoup, par exemple, la différence entre les salafistes et les djihadistes, dans le sens où les salafistes rejetteraient toute forme de participation politique. Bah, là aussi, C'est c'est très un- privé. bah, là, c'est un débat. C'est Mais pas non. tous. Il y a les Non, salafistes bien sûr. quiétistes qui, Voilà. eux, se retirent Oui, oui. totalement Oui, de Tout à la fait, vie de la politique société. et tout. Ok. Mais il y a aussi des salafistes qui veulent s'engager politiquement, mais de manière démocratique. Et enfin, il y a des salafistes qui vont dans l'idée, dans le Ouais. djihad, dans Ok. la violence. Et aussi, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que Bichara Il y montre a que... 3 degrés d'intensité, quoi. Ouais, voilà. Et il montre Enfin, que diversité ce qu'on appelle le salafisme actuellement, est plus un produit de la modernité qu'un produit de l'islam lui-même. Et il montre comment en fait sûr. les courants se sont adaptés au contexte actuel et notamment à la logique des États-nations occidentaux. Et pour lui, on ne peut pas comprendre l'évolution du salafisme sans voir le rôle qu'a joué l'Occident. L'Occident là-dedans, pour deux raisons. La première, c'est que l'Occident a participé à la diffusion du salafisme, et notamment les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un truc qu'on oublie très souvent, c'est Bien que sûr. le premier propagateur du Et salafisme financier, que ouais. vous aimez Mhm. pas, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Pour lutter contre Le le communisme. communisme Ouais, ouais. et pour lutter contre le panarabisme. Donc, il y avait vraiment cette logique-là. Ça y est, de Cotton, non Zbigniew Brzezinski, dans les années 80, qui avait déterminé la théorie de l'arc de la foi. Le grand échiquier. Utiliser la religion contre le communisme. Hein. Mm. Lieu d'application, l'Afghanistan. Contre les Russes en Afghanistan. Et donc, utiliser la religion contre le communisme. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'Arabie Saoudite a financé généreusement tous les réseaux de la CIA, etc. et les réseaux salaf. Bah, il montre d'ailleurs que en fait, ce qu'on appelle le salafisme, et en fait parfois qu'on mélange avec le wahhabisme, Oui. il va consacrer beaucoup de pages Surtout sur ça le aussi. wahhabisme, parce que c'est vraiment en fait Oui. le wahhabisme qui a été propagé. Et il fait toute une histoire du wahhabisme. Il revient à Ibn Taymiyyah, ouais. donc je le dis sûrement très Ouais, mal, ouais. mais qui est au Taymiyyah. 11e ou 12e siècle, je Oui. ne sais plus, mais qui est vraiment peut-être l'instigateur du salafisme, entre guillemets, mais qui, même les salafistes actuels, selon Azmi Pichara, ont une mauvaise lecture de Ibn Taymiyyah, mais il montre quand même comment le wahhabisme a une lecture de Ibn Taymiyyah qui ne pouvait naître que dans les sociétés saoudiennes du début du siècle, c'est-à-dire des sociétés qui étaient basées en fait sur des sociétés bédouines avec des conditions de vie qui étaient basées sur la conquête et sur la razzia. Il montrait qu'à l'époque, le wahhabisme, ça ne prenait que dans le désert, dans la campagne et tout, alors que dans les villes, ça rejetait cette idéologie-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a eu les États-Unis qui ont propagé ça, mais aussi une alliance des pouvoirs en Arabie Saoudite entre les Saouds et le pouvoir religieux. Et en fait, chacun a trouvé son compte, c'est-à-dire que les Saouds avaient une légitimité religieuse et les religieux avaient accès au pouvoir. Ils ont été mis en place par les Anglais, parce qu'auparavant, Oui. c'était les Hachémites. Mais il y a quand même eu une alliance les Hachémites, Saoud. bien Il y a quand même évidemment. une. C'est pas seulement les Occidentaux, il y a aussi Oui, bien entre sûr, eux une alliance. Bien sûr. Donc, il y a eu ça. Et enfin, la deuxième responsabilité de l'extension, la responsabilité de l'Occident dans l'extension du wahhabisme, du salafisme, de certaines idées radicales de l'islam, c'est l'oppression occidentale dans les pays arabes, qui a entraîné, selon lui, un ressentiment contre le pouvoir, contre l'élite qui essayait de faire bonne figure envers la domination européenne, Occidentale. notamment avec De occidentale et tout. singer carrément Voilà, l'Occident. avec des politiques ultra laïques mais sévères envers les minorités, Le chat en Iran. envers le champ politique musulman. Oui. Et ça a amené en fait l'Iran, entre autres. une réaction de la population en voyant cette élite comme une élite traître, et qu'il était d'une certaine manière, mais aussi les pouvoirs les plus radicaux, les islamistes les plus radicaux, ont su capitaliser sur cette colère pour accaparer le soutien populaire. Je vais te Et le faire prendre du deux libéralisme à la sauce de l'islam. Voilà. En En fait. Les frères musulmans, c'est complètement. Bah oui, bien sûr. Toutes les expériences Ultra-capitalisme. s'inscrivent totalement dans le libéralisme, Non, mais- et même l'ultralibéralisme. et- C'est ce qu'on disait par exemple sur les révolutions en Iran et tout. On disait mais il y a un blocus depuis des années, vous ne dites rien et vous ne comprenez pas si le sort des Iraniens Alors vous l'Iran intéresse tant. est un cas particulier. Non mais Ouais. comment
les pouvoirs réactionnaires qui disent eux peuvent jouer sur Bah, bien l'oppression sûr. Bah, occidentale bien sûr. pour avoir vraiment du Une- pouvoir. Et donc, Tu si leur donnes- vraiment ça vous intéresse, eh ben, luttez d'abord contre l'oppression sûr. occidentale. Bien sûr. Voilà, j'étais un peu long, donc moi je conseille vraiment de lire cet 3 heures, c'est tout. excellent livre, Ouais. excellent livre de Azmi Hasbi Bishara. Bishara. Qu'est-ce que le salafisme? Édité, alors ça s'appelle Orient Édition. Orient Édition, c'est une petite maison d'édition, donc n'hésitez pas à aller acheter. Pour comprendre autant le salafisme, mais aussi le lien entre le religieux et le politique, pour comprendre que le phénomène religieux reste un phénomène qui est très malléable et que le pouvoir peut facilement changer l'interprétation Bien sûr. selon la période. Bien Et sûr. on le voit actuellement avec sûr. l'Arabie Saoudite qui est en train de se libéraliser, entre guillemets, Bien sûr. parce qu'elle a d'autres intérêts économiques et que aussi le pétrole est en train de se tarir. Il faut devenir un pays touristique et donc on va être un peu plus léger au niveau des mœurs, entre guillemets. Donc on voit que la religion en tant que telle, on en fait ce qu'on veut. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on donne une vision de l'islam qui est comme quelque chose de très rigide, très fossile. Et tu montres très bien que justement, en fait, au gré des gouvernements, au gré des régimes, Bien sûr. il peut être utilisé de manière complètement antinomique Bien ou sûr, différente. bien quoi. sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, parce que l'islam, c'est rigide, c'est un bloc et voilà, ça n'évolue pas, il n'y a d'ailleurs, pas de... quand les Occidentaux ont choisi, Ouais. quand les Ouais. Occidentaux ont choisi, quand les Occidentaux ont choisi les Ibn Saoud pour remplacer les Hachémites, en ils n'ont 32. pas pris n'importe qui. Ah, ils n'ont pas pris n'importe qui. C'était la tribu qui était la plus pro-occidentale déjà avant. Et c'est assez étonnant parce que derrière un paravent de rigorisme, de respect, des traditions, etc. Mais c'était déjà des gens qui admiraient complètement l'Occident et qui étaient. Mais ce qui est terrible, c'est que dans un premier temps, ils ont utilisé les mouvements islamistes, etc. Enfin, Ouais. j'utilise ce terme rapidement, hein. Notamment en Égypte contre... Voilà. notamment par exemple dans le cas de l'Égypte de Nasser qui est très Pour important combattre Nasser, oui. pour l'affaiblir. Et après, ils ont utilisé ces organisations-là pour soutenir les régimes dictatoriaux, Moubarak, etc., en les présentant comme les seuls remparts Bien sûr. au déferlement islamiste dans ces pays-là. Mais l'impérialisme se restructure en permanence. Ah oui, et son oui. discours se restructure en permanence. Il faut bien comprendre cela. C'est pas quelque chose de figé. Ah, C'est l'hydre à c'est- trois têtes. sa force, c'est son C'est le capitalisme. adaptabilité. Non, on voit actuellement avec la France qui lutte en même temps. Il s'est branché à fond là, je peux pas faire. Ouais. C'est bon. La Non, France- mais on le voit, la France en même temps qui se la jouait anti-islam, qui est anti-islam, qui est Qui, anti-radicalisation. dans le même temps, se fait Et en même financer temps, par, oui, et par les qui va pétromonarchies, hein. et la société Lafarge, non, c'est Lafarge. Oui, oui, Daesh. Lafarge, Daesh Simon avec Lafarge, Daesh qui n'a avec Daesh. absolument rien fait, Ouais. parce que Le ça. Qatar, tous les investissements, Bien sûr, enfin, bien tous sûr. les rapports Les- commerciaux avec le les- Qatar. les- avec, Ou l'Arabie avec Saoudite, l'Arabie on vend des Saoudite. armes. Bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, c'est une hypocrisie, mais bon, je Ouais. veux dire, c'est pas Oui, oui. Voilà. rien de nouveau sous le soleil. Abia Yala. Abia Yala. Abia Ouais. Yala. Voilà. Abia Bah Yala. écoutez, on va On a s'arrêter appris là. un mot. J'ai appris un mot. Abia Yala. Dis Abia Yala pour moi. Attends, c'est quand même très fragile là. hein. Ouais. C'est bon, Ah là ouais, non, mais- C'est comme les blancs. Est-ce c'est comme les qu'on blancs, le micro, m'entend c'est Est-ce très qu'on fragile. m'entend les gens? C'était une très La très voix. belle émission. je tiens à le Ouais, dire. c'était cool. Franchement, C'était cool. C'est vrai. Merci, dense. merci Lissel d'être Bravo. venue. Merci beaucoup, hein. Merci. On a appris beaucoup de choses. Ouais. Moi ouais. aussi. Surtout moi qui n'ai pas lu le livre. J'espère que vous apprenez des choses ici. J'espère que vous apprenez des choses. Est-ce que tu vas le lire? Mais bien évidemment, je vais me ruer dessus. Bien sûr. Tu vas le voler à Samir? Non. Exactement. Eh bien, Tu veux- Mince alors. Merci beaucoup les gens. On va s'arrêter là parce qu'en plus ça va être l'heure de. C'est ça, du c'est stall. ça, là, c'est l'heure. là. Non, dans 5 minutes, c'est Ouais. moins quart. Et Euh, n'oubliez pas, Nick Labac. Voilà, merci là le mot de la fin. Merci Lissel encore. Merci beaucoup. Et voilà, à très vite. On va arrêter là. On va Ouais, pas faire de ouais, raid ouais. parce